Bienvenue à vous, membres de notre communauté et famille élargie à travers le web, que vous nous suiviez à travers YouTube, à travers LinkedIn ou à travers Patreon. Aujourd'hui, je me présente devant vous ce lundi 4 août 2025 afin de vous proposer une session bonus qui porte sur le Digital Asset Brainstorming et c'est une session qui est intitulée Wall Streetisation. Ici, nous revenons sur des éléments clés qui ont impacté l'écosystème crypto, qui ont impacté l'industrie des digital assets. Et on a vu au fil des années comment cette industrie a été de plus en plus absorbée par la finance traditionnelle, c'est-à-dire par Wall Street. Et au sein du shisetum.com, nous avons appelé cela la Wall Streetisation. Donc, on a publié deux sessions, enfin, nous avons produit deux sessions, la session du 24 juillet, donc jeudi 24 et vendredi 25 juillet. On a commenté cela et on a brainstormé sur cela au sein du www.jcetum.com. Et ici, pour vous, la communauté web, nous avons déclassé ces sessions parce que nous jugeons bon que tout le monde puisse avoir accès à ce genre d'intel et cela aussi nous sert de promotion. Bien évidemment, nous n'allons pas tout déclasser. Nos services et nos sessions brainstorming sont réservées aux insiders du www.jcetum.com. Et si vous aussi voulez avoir accès à l'intégralité de nos archives, je vous recommande de aller au www.jcetum.com, aller dans la partie souscription, regardez ce que nous offrons. Nous avons nos souscriptions Pro Markets, nous avons des promos de 4 mois via le site internet et des promos mensuels via Patreon, et ce qui vous permettra d'avoir accès à l'intégralité des publications du www.jcetum.com et devenir un insider. Je vais vous laisser ici et vous laisser profiter de cette méga session Intel. DAB, donc c'est notre session Digital Asset Brainstorming du jeudi 24 juillet qui porte sur la Wall Streetisation. Et durant la deuxième quinzaine du mois d'août, nous allons déclasser la deuxième partie. Un grand merci à vous tous et on revoit de l'autre côté. Ciao. Bonjour à tous, ici c'est Serge Killemé du www.jcetum.com et bienvenue à vous les insiders pour notre session Digital Asset Brainstorming de ce jeudi 24 juillet 2025, qui est exactement 9h37. Et aujourd'hui, on va faire une session qui est, je dirais, assez cool. On va passer en revue quelques points clés. On va se focaliser sur la Wall Streetisation. Vous allez voir qu'il y a une jolie surprise que je viens de découvrir ce matin lorsque j'étais en train d'actualiser le document et tout ça et tout ça. Et ensuite, on va se focaliser sur les stablecoins. Donc là, nous sommes dans la phase post-Genius Act et post-Clarity Act. Donc, appelé le Genius Act, c'est pour les stablecoins aux États-Unis. Donc là, qu'elles soient émises par le secteur privé et non par la Banque centrale, donc par la Fed. Et le Clarity Act, c'est tout simplement donner un statut, une régulation, une réglementation claire quant au statut des cryptos. Donc, en gros, comment les catégoriser. Vous voyez que où ce sont des sécurités, donc évidemment ce sera pour la tokenisation des actifs du monde réel, ou d'un autre côté, ce sont des digital assets, donc là des commodités digitales. Donc là c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant c'est quelque chose de clair au niveau de leur statut, et donc maintenant on va pouvoir progresser, et ça c'est super important. C'était un gros catalyseur pour les cryptos, mais ça c'était déjà reflété dans le prix des actifs. Pourquoi? Parce que Trump, c'est ce qu'il disait déjà durant sa campagne, et lorsqu'il était élu, le méga bond que vous avez vu dans les marchés financiers au 4 novembre reflétait tout cet optimisme. En gros aussi, durant sa campagne présidentielle, il commentait et il faisait des promesses. Maintenant qu'il est élu, on va ajuster le prix par rapport à tout ce qu'il dit. On voit que maintenant, lorsque ces éléments ont été signés, on voit que les marchés n'ont pas bondi spécifiquement. Maintenant, les catalyseurs restants, ce sera l'allègement fiscal, d'autres éléments que le niveau de la dérégulation, donc là, permettre des acquisitions et pas mal d'éléments comme ça, et la baisse des taux d'intérêt. Ouais. Et donc là, on est en train de spéculer sur ces points. Donc lorsque ce sera matérialisé, là, on verra les marchés, bondir. Donc bien bondir, donc réagir sous forme d'optimisme pour refléter cette nouvelle réalité, vous voyez, ce nouveau paradigme. Donc c'est très 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 important. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur ça. Et demain, on va aller un peu plus en profondeur dans la tokenisation des actifs du monde réel. Et on va prendre les pulsions du marché, donc tout simplement le sentiment et voir ce qui est commenté ici et là. J'ai récupéré quelques articles et on va utiliser ça comme fondation pour notre brainstorming et on va brainstormer tous ensemble. Ok. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là aujourd'hui et demain, donc là en matinée. Donc une fois de plus, bienvenue à tous. J'espère que vous avez suivi un point qui est très important. J'en parlais avec quelques camarades de Wall Street, Global Wall Street, tout ça, depuis hier. Hier en soirée, donc aux alentours de 22-23 heures, il y a eu ceux qui font le fameux podcast All In. Rappelez-vous que David Oliver Sacks fait partie du groupe, donc avec Chamath Palihapitiya et d'autres gars et d'autres VC. Ils ont fait un sommet à Washington DC. Et donc c'était le donc le sommet IA organisé par les hôtes du
du All In Podcast. Et bien moi, ils ont invité le président Trump, Howard Lutnick, Scott Bessent, et il y avait Jensen Huang qui était là, et il y a eu un speech de Donald J. Trump, et aussi il y a eu un panel de J.D. Vance. Donc là, j'ai vu une réapparition de J.D. Vance lors du podcast, ils l'ont fait en live. Donc c'était très, très, très intéressant de voir cela. Et en gros, c'est cette méga bataille IA, suprématie pour la IA, États-Unis, Chine, et pas mal d'éléments comme ça. Donc c'est très, très, très intéressant. Les remarques de Trump étaient top. J.D. Vance aussi, son intervention, donc c'était la version live du podcast, donc aux côtés de David Lortzax, Shamath Palihapitiya et tout ça, donc c'est très, très, très intéressant. Et bien, mon intervention d'autres, de Lutnick, Bessent et d'autres hauts cadres américains et tout ça. Donc là, ça nous prouve un point clé, c'est que le thème IA est réellement le thème le plus solide et le plus violent des marchés. Et je commentais pas mal d'éléments avec quelques camarades, comment dirais-je, hier soir et pas plus tard que ce matin, juste avant de commencer la session. Et ça, c'est un élément clé. Donc là, grosse probabilité de succès lorsqu'on est exposé à l'IA, c'est quelque chose de super bon. Maintenant, vous voyez qu'il faut le jouer le smart. Enfin, il faut le jouer smart, et donc là, vous savez comment faire. Ici, on sera là au quotidien pour commenter cela. Okay. Donc voilà, ça c'était les notes introductives. Maintenant, on y va. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. Avant de commencer nos avertissements, comme tous les jours, donc, rappelle que l'objectif des rapports d'analyse est strictement informatif et éducatif. Ceux-ci doivent être considérés comme un élément de recherche et de développement et ne doivent en aucun cas être interprétés comme une recommandation d'investissement ou une incitation à reproduire des opérations et toute autre stratégie mentionnée ou illustrée dans les programmes et au cours des sessions. Veillez à bien comprendre les risques liés à l'investissement, au trading et à toute opération réalisée avec des actifs à rendement variable et très volatiles, ainsi que d'autres actifs et aux produits financiers dérivés, futurs, options, ETF, etc. Il est impératif de prendre vos décisions en fonction d'une éducation financière solide, réalisez vos propres recherches, analyses et enquêtes avant de vous engager, et soyez conscient que votre capital est en danger. Il est à noter que les membres et collaborateurs du GCTUM peuvent avoir des intérêts ou des investissements dans un ou plusieurs actifs mentionnés ou analysant les programmes et rapports et sous forme de dérivés et ou sous-jacents. Donc là, ça y est, c'est parti, on y va. On va commencer par ce point. Vous voyez ici, vous avez une fameuse phrase, bizarre, hein, cette phrase, je ne sais pas où je l'ai entendue, mais elle m'a l'air très familière. Je crois qu'il y a un gars qui s'appelle Kilimbe qui parlait de cela. Ça, c'est ce matin, tout frais, ça provient de Coindesk, et on parle de Wall Streetisation. Donc en anglais, vous voyez, c'est pour ça que lorsque j'ai vu ça, je dis non, c'est pas possible. Ici, on est espionné, on nous suit, ou ils sont souscrits au GTUM ou quoi que ce soit. Et vous voyez que ça fait pas mal de temps que je parle de Wall Streetisation. Bien, c'est un terme qui a été employé pour, comment dirais-je, lorsqu'on veut identifier une classe d'actifs qui n'était pas sous le contrôle de Wall Street, ou je dirais dans laquelle Wall Street n'avait pas beaucoup d'intérêt, ou bien que les pratiques de Wall Street n'avaient pas encore influencé cette classe d'actifs. Et donc là, récemment, l'actif qui était très populaire depuis 2008-2009, je dirais plutôt depuis 2015-2016, c'est le Bitcoin. Et donc le Bitcoin, vous voyez qu'on en parlait toujours comme tiens, voilà, les institutions ne sont pas intéressées, c'est un scam, ça va plonger à zéro et tout ça. Et vous aviez un opérateur de Wall Street qui disait non, la horde arrive. Donc là, je parle bien de Mike Novogratz. Et depuis je dirais 2022-2023, je commençais déjà à parler de ce qu'on appelle Wall Streetisation, parce que je voyais l'intérêt de la part de ceux que je connais au niveau des institutions et voir tout simplement la manière de faire. Et un élément clé que je vous dis toujours, vous devez comprendre que le monde de Wall Street, c'est un monde de sales. Okay. Donc, ce sont des personnes qui doivent vendre des éléments et ils se placent en tant qu'intermédiaires pour apporter de la valeur et extraire de la valeur. En gros, c'est du business. Et lorsqu'ils voient un élément, comme je l'ai souvent dit, que ce soit des carcasses de cacahuètes, des épluchures de bananes ou quoi que ce soit, une peau de banane ou épluchure d'orange ou tout ce que vous voulez, s'ils voient ou un trognon de pomme, s'ils voient qu'ils peuvent faire du business avec cela, ils vont y aller. Et donc, ils vont Wall Streetiser. Quand on parle de Wall Streetiser, ça veut dire apporter leur pratique. Et lorsque moi je voyais le BTC, tiens, il manque cette Wall Streetisation en Bitcoin. Donc j'ai commencé à utiliser cette terminologie. Vous voyez que c'est pas moi qui ai inventé cette terminologie, mais j'en parlais spécifiquement par rapport au BTC, et ça fait pas mal de temps que je parle de la Wall Streetisation du Bitcoin. C'est la preuve, mon proof of work, c'est la série que je faisais, qui est toujours disponible actuellement. C'est ce qu'on appelle le crypto market. Ça, c'est disponible dans le pro market où vous recherchez le crypto market. Je crois qu'on en parlait fin 2022, mais j'ai décidé d'en faire des sessions en 2023. Pour montrer en gros les corrélations entre comment dirais-je, l'évolution, les jalons importants de cette fameuse Wall Streetisation, jusqu'à ce qu'on y arrive maintenant. Et ça avait déjà commencé depuis l'époque du VAM. Okay. Donc là, c'est un élément clé. Je dis, tiens, ça va être Wall Streetisé. On cherche des proxys, et les premiers proxys, ce sont les mineurs BTC, et ça va évoluer jusqu'à ce que vous avez vu aujourd'hui en 2025. Donc pas besoin de revenir dessus. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est des plateformes et des méga plateformes comme Coindesk qui en font un méga article. C'est un article de ce matin. On parle de la Wall Streetisation of Bitcoin.
Et vous voyez que c'est typique, tel que moi je le dirais, donc la Wall Street session du Bitcoin. Et comme on voit ici, on parle de la volatilité du BTC, donc BTC Volatility Index, donc là le BVI, et de S&P 500 VIX, donc volatilité implicite du S&P 500, Boost Records 90-day Correlation, donc là une corrélation de 90 jours. Okay. Maintenant, c'est très intéressant parce qu'on voit la corrélation entre la volatilité implicite du Bitcoin et celle du S&P 500. On atteint un record de 0,88, ça veut dire quoi? 88% de corrélation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, que j'avais fait une mini-session, je crois que c'est sur TikTok, enfin, j'en parle souvent dans les sessions publiques et tout ça. Je dis que c'est facile d'être exposé au BTC, que tout le monde peut créer un compte, Coinbase ou peu importe, et acheter du BTC. Maintenant, on a multiples avenues pour être exposé au BTC. Mais c'est devenir très compliqué maintenant d'opérer le BTC avec succès. Donc, c'est très, très, très important. Être exposé au BTC, c'est facile aujourd'hui, mais opérer le BTC, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il faudra choisir, l'horizon de temps. Donc là, votre profil et l'horizon de temps que vous allez, avec lequel vous allez opérer. Donc, est-ce que c'est à court terme? Est-ce que c'est à moyen terme? Ou est-ce que c'est à long terme? Et peu importe l'horizon de temps qu'on choisisse, fait que maintenant il y a la volatilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire lorsque la volatilité? Vous avez vu que maintenant vous savez, vous, Insider Pro Market, qu'il y a des éléments qui alimentent la volatilité. Et nous avons le côté R on, donc c'est risk on et risk off. Et c'est là que beaucoup de particuliers sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les concepts et mécanismes de Wall Street et la matrice financière de Wall Street. Et donc, c'est ça la Wall Streetisation. Une fois qu'on est Wall Streetisé, peu importe l'actif, peu importe ce qu'on racontait avant, donc le narratif, le thème, la thèse d'investissement sur cet actif, maintenant qu'il est Wall Streetisé, il va être soumis au, on va dire, aux pratiques de Wall Street, donc risk on, risk off, et à court, moyen et à long terme. Donc peu importe qu'on te dise, tiens, un Bitcoin, c'est ceci, cela, il n'est pas corrélé aux actifs du monde réel, ou pas corrélé à Wall Street, niet. Mais maintenant, c'est risk on, risk off, ouais, que risk on, risk off, il y a beaucoup d'éléments, comme on a fait beaucoup de facteurs qui impactent le sentiment des opérateurs, et bien sous ces différents horizons de temps. Maintenant, vous voyez qu'on peut encore aller bien plus en profondeur. Hein. Donc, c'est quoi à court terme? Est-ce que c'est du daily? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est 3 mois? Moyen terme, c'est quoi? Est-ce que c'est 6 mois, 9 mois? Et long terme, c'est quoi? Est-ce que c'est au-delà des 12 mois? Donc là, voilà. Mais ici, les marchés vont être impactés par les facteurs risk on, risk off. Et là, vous avez vu que ça peut être quoi? La longue fourchue de Trump ou un autre MAGA. Ça peut être Jay Powell, c'est politique. Vous voyez qu'aujourd'hui, le 24, c'est une journée de décision de taux d'intérêt à la BCE. Et la semaine prochaine, ça va être la Fed. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ça va être les tarifs. Ensuite, ça va être les conflits au Moyen-Orient. Ensuite, ça va être quoi? Des conflits je ne sais où dans le monde. Ensuite, ça va être Poutine a dit quelque chose. Trump n'aime pas ce que Poutine est en train de faire. Invasion Russie-Ukraine ou guerre Russie-Ukraine. Boum. L'OTAN. Ceci, cela. Von der Leyen. On ne sait pas. Et ça, maintenant, Wall Street, peu importe la thèse qu'ils avaient donc fondamentale, être aussi sur un actif, ça va être risk on, risk off. Donc, on est aussi sur le BTC. Un élément alimente la volatilité. Wall Street se met en mode risk off. Boum. BTC plonge de 25%. Vu que ça, c'est la volatilité implicite de 1 sigma, maintenant vous connaissez les principes de volatilité de 2 à 3 sigma. Donc, mouvement en une journée, une semaine ou quoi que ce soit. Et là, maintenant, beaucoup d'opérateurs se grattent la tête. Ils se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que Bitcoin allait être haussier. Donc, eux, ils ont une vision haussière du BTC, donc holding tranquillos. Mais à court et moyen terme, il se passe pas mal de choses. Ouais, et c'est ça. Et ouais, que le fait de ne pas comprendre et ne pas connaître ces pratiques, c'est très, très, très problématique, surtout pour les particuliers. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure que les marchés évoluent, les marchés sont de plus en plus complexes. Vous voyez, juste avant de commencer, j'étais en train d'écouter, pendant que j'étais en train de déjeuner là ce matin, j'étais en train d'écouter une session du Nasdaq, donc là de l'exchange Nasdaq, et il parlait de l'utilité, enfin de l'intégration de l'AIA dans le trading, mais surtout pour les retail. Il y avait 3 invités sur le plateau, aux côtés de la responsable Global Markets de Nasdaq, et vous voyez, ici, ils sont revenus sur les points que j'ai commentés, je crois, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'avais fait une session basée sur un article de la IE Business School qui nous avait été envoyé à nous, donc là, les alumni de cette institution. Et je l'ai partagé avec vous. Je l'avais aussi partagé avec pas mal d'amis ici et camarades, comment dirais-je, qui ont participé au IE ou que je connais ici sur place. Et on commentait cela. Et le titre de l'article, c'était quoi? C'était la IA est en train de créer des experts incompétents. Et maintenant, on en parle et moi, j'ai fait le parallèle entre, ça c'était dans le monde corporate, mais j'ai fait le parallèle entre experts incompétents et maintenant la IA utilisée par tout le monde, et maintenant la IA qui va prendre des décisions, enfin qui va influencer les décisions de trading des particuliers. Et aujourd'hui, le Nasdaq, on a fait, enfin c'était hier, et ils en ont fait, comment dirais-je, ils en ont fait une spéciale, donc c'est une session d'une demi-heure où la responsable des Global Markets du Nasdaq il y avait 3 invités, donc des Investopia, un d'éducation financière, donc un ancien trader maintenant qui est dans tout ce qui est éducation financière aux États-Unis et tout ça, pas mal d'éléments comme ça. Et encore une autre personne, je crois que c'était quelqu'un un responsable de broker ou je ne sais quoi.
Et maintenant, on va voir cette dynamique et ils sont remontés à GameStop, les options, tout ça et comment maintenant les particuliers ont eu accès à ça. Et maintenant, vous rajoutez la IA et comment maintenant c'est utilisé dans les Reddit et dans les Discord et pas mal d'éléments comme ça. Donc maintenant, tout le monde a la IA. Mais vous voyez qu'avant, c'était quoi? Bah, c'était un humain qui allait écrire, qui allait poster quelque chose dans Reddit. Maintenant, c'est un humain qui utilise la IA pour poster quelque chose dans Reddit et d'autres opérateurs ou d'autres participants à ce forum vont aussi utiliser la IA pour renvoyer des réponses. Et donc maintenant, c'est IA interposé, et en gros, ben, ils pensent sortir de l'Intel de ce forum, et ensuite prendre des positions. Chose que je commentais hier dans la Market Wap Unicap, où on parle maintenant du retour des meme stocks, donc de l'engouement des retail traders, aux États-Unis principalement, comment dirais-je, dans les retail, dans ce qu'on appelle des meme stocks. Donc en gros, ce sont des actions qui ont été fort touchées, et maintenant, ce sont les mêmes réflexes qu'avaient les particuliers durant la phase 2020-2021. Donc, lorsqu'il y a eu la pandémie, n'oubliez pas, donc, vous avez compris le comportement psychologique, il n'y avait plus de sport, plus de paris sportifs, plus rien à faire. Avec l'excès de liquidité, déjà les politiques monétaires de la Fed et l'allègement fiscal et les politiques fiscales de l'administration Biden, donc les chèques stimulus qui avaient été envoyés à tous les Américains, ben, la majorité d'entre eux ben, se sont retrouvés sur Robinhood et commençaient à trader, donc jouer les marchés financiers parce qu'ils s'ennuyaient. Et bien maintenant, vous prenez exactement la même chose et vous rajoutez à cela la IA, et la IA qui vous fait des recommandations. Maintenant, ces recommandations sont à haute fréquence. Vous voyez que la IA peut vous pondre un méga rapport et les invités parlaient de cela. Ils disaient que maintenant, la recherche se fait très rapidement. Parce que à notre époque, j'ai dit, moi aussi, j'ai eu un tour dedans, nous, vous avez vu le proof of work, le gros du travail, comment on le faisait dans Excel, comment on allait à la SEC, comment on allait dans notre site internet, les méga fiches et tout ça, l'aspect qualitatif, l'aspect quantitatif, donc c'est un travail balèze. On peut passer une semaine à raison de 5 heures par jour. Donc vous faites 5 heures fois 5, une fiche, ça dépend. Donc à un moment donné, il faut bien arrêter parce qu'à un moment donné, il faut prendre position. Ça peut vous prendre 25 heures, ça peut vous prendre 40 heures pour générer une fiche. Alors maintenant, imaginez-vous qu'en quelques clics maintenant, vous avez une fiche qui est top. Vous voyez qui est au niveau de la présentation, elle est top, mais attention, ça ne veut pas dire que le contenu est top. Ça, c'est très important parce que la IA hallucine. Mais maintenant, les particuliers, qu'est-ce qu'ils en savent, eux, que la IA est en train d'halluciner ou pas? Eux, ils voient une présentation qu'ils n'ont jamais faite dans leur vie. Ils n'ont jamais fait une fiche analytique. Vous voyez, tous ceux qui voient les fiches que nous faisons, donc vous-même ici, vous en êtes témoin, vous voyez les fiches que l'on a et tout ça. Et beaucoup, ceux qui sont en orientation et ceux qui sont en centrale, ils disent, oh, waouh. Vous voyez, ils disent, ah non, Serge, c'est pas possible que je vois ça. Surtout maintenant, je le vois. Je fais des mini-fiches pour les masterclass et les messages que je reçois par rapport à ça, beaucoup jettent l'éponge. Je dis, bah, c'est ça, si vous voulez opérer comme des pros. Oui. Alors maintenant, qui a cette fameuse wall-streetisation, Wall Street apporte toute cette pratique. Okay, donc là, au niveau de l'Intel, rappelez-vous, la symétrie, elle n'est plus au niveau de l'information, elle est au niveau des procédés. Donc, de ce que vous voyez les fiches analytiques, le proof of work que nous avons ici, vous voyez les procédés qui sont appliqués. Okay. Mais maintenant, avec la IA, beaucoup se disent, bah, tiens, les procédés que fait Serge, bah, Serge, je vais te faire voir. Moi, avec la IA, maintenant, je peux faire exactement la même fiche que toi. Mais qui te dit que les données que tu vois là sont vraies? Et un élément clé sur lequel beaucoup insistent, donc j'ai entendu, moi, je vous le dis, il est impératif que vous soyez bien initié avant d'utiliser l'outil qu'est l'IA, parce que l'IA vous permet d'être efficient. C'est-à-dire quoi? C'est gagner du temps. Okay. Donc, au lieu de prendre 25 ou 50 heures pour faire une fiche, en 3-4 heures, tu peux avoir une bonne fiche. Mais la clé, c'est quoi? La fiche, la IA peut te la pondre très rapidement. Même avec une version gratos de peu importe le chatbot que vous utilisez. En moins de 5 minutes, vous avez une méga fiche. Donc là, en gros, c'est quoi en moins de 2 minutes? Parce que je vois le temps. Hein. C'est peu importe les modèles que vous utilisez, que ce soit Grok, Gemini, Claude, Copilot. Enfin, Copilot, c'est basé sur ChatGPT, ou Perplexity et tout ça. En moyenne, c'est 1 minute 30, vous avez une méga fiche ou un méga rapport. Ok, 1 minute 30, vous avez vu que c'est bien plus balèze que ça. Mais un élément clé sur lequel les invités du plateau avaient insisté, c'était la qualité et savoir quoi les requêtes. Les requêtes, c'est les prompts. Il dit le gros problème des particuliers, c'est qu'ils ne sont pas initiés au prompt engineering. Donc en gros, c'est quoi? Si vous n'avez pas été initié à l'art, on va dire la manière originale de faire le travail, ok, vous n'allez pas savoir ce qu'il faut demander à la IA. Donc là, vous pouvez tout simplement lui dire, bah tiens, qu'est-ce que je devrais acheter, Tesla ou Nvidia? Généralement, une opération de trading. La IA peut le faire. Ça va être pondu de manière top, mais quoi, ça c'est banal, c'est ce que tout le monde va poser comme question. Maintenant, vous voyez que c'est ces va-et-vient que nous retrouvons dans tous ces fameux forums. Okay, donc j'ai ouvert cette méga parenthèse pour vous montrer en gros quels étaient les problèmes. Et maintenant, la solution pour beaucoup de particuliers, c'est ça, bah, c'est la IA. Parce que l'IA est bien plus intelligente, elle fait des rapports bien plus rapidement et tout ça et tout ça. Mais c'est un gros problème. Surtout que maintenant, la watch session est arrivée. Et donc là, si vous n'aviez pas opéré avec succès à l'époque où il n'y avait pas encore la IA, où il n'y avait pas encore de watchisation dans le Bitcoin et dans les crypto markets, aujourd'hui, ça va être encore bien plus compliqué.
Oui, pour ces fameux facteurs risk on, risk off et tout ça et tout ça. Donc les concepts, mécanismes et la matrice financière, donc savoir qui est quoi, donc le sell side, le buy side, et comment ils opèrent en consensus et tout ça, et des éléments externes au crypto market qui vont impacter le marché. Comme aujourd'hui, nous avons une décision de taux d'intérêt à la BCE. Ça va impacter le marché parce que déjà l'euro-dollar est en train de bouger, et vous savez que les États-Unis sont en déficit par rapport à l'Union européenne. Donc là, je dirais l'Union européenne et la zone euro. Donc l'Europe, ils ont besoin d'un euro à un certain degré, pour permettre aux Américains d'acheter leurs biens et aussi permettre aussi aux habitants de l'Union européenne et ceux de la zone euro d'avoir un certain pouvoir d'achat. Donc c'est très compliqué tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, les marchés vont bouger par rapport à tous ces points. Ils sont déjà en train de bouger. Vous voyez que ça, ce sont des éléments clés au niveau du brainstorming que ne connaissent pas les particuliers. Et maintenant qu'on a cette wallisation, ça va simplifier tout cela. Ok. Donc voilà, donc longue parenthèse pour commencer, mais c'était très intéressant. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, bah, tiens, ici, c'est pas mal, ça, c'est intéressant. Donc, poursuivons, on va décortiquer quelques points. Donc, très rapidement, comme ici, à l'occasion d'une séance marquée par de nouveaux records sur les marchés traditionnels, Bitcoin a confirmé sa Wall Streetisation. Ça, c'est un résumé de l'article de CoinDesk. Donc, sa volatilité implicite évolue désormais main dans la main, donc elle est fort corrélée avec celle des actions américaines. Point clé, corrélation historique entre volatilité, la corrélation sur 90 jours entre l'indice de volatilité implicite du Bitcoin, donc là c'est le BVIV ou le DVOT, donc ça vient de Deribit, donc Deribit volatilité, vu que nous on utilise dans les ressources calcul de volatilité historique et implicite, on utilise le DVOT, donc c'est Deribit volatility, tout simplement c'est ça, parce que c'est la plus grande plateforme de trading d'options, et vous savez bien maintenant que la volatilité implicite elle est tirée des positions d'options call puts au quotidien. Et ensuite, c'est ce chiffre, donc là, c'est la volatilité implicite journalière qui est annualisée. Ok, donc avec les formules, tout ça, pour obtenir la volatilité annualisée, pareil comme le VIX. Et donc donc une corrélation sur 90 jours entre l'indice de volatilité implicite de Bitcoin et le VIX. Donc là, c'est le VIX, donc là, c'est la volatilité implicite du S&P 500, a atteint un pic de 0,88. Donc en gros, c'est quoi? C'est plus de pratiquement 90% de corrélation. Donc jamais vu auparavant. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Vous avez vu qu'il y a un grand nombre de compagnies crypto qui se sont lancées en bourse. Et vous avez vu que il y avait déjà des compagnies crypto, c'était les mineurs, mais les mineurs ne sont plus spécialement corrélés au Bitcoin, parce que je les appelle des ex-mineurs. Maintenant, ils sont tous en mode transition vers la IA et la HPC et faire du Bitcoin holding, vu l'aide qu'ils apportent au niveau de la transition énergétique, ils ont des actifs énergétiques et ils utilisent le mining Bitcoin pour cette transition énergétique et donc ils ont quand même quelques Bitcoins. Donc ils utilisent ces Bitcoins comme en mode holding pour pas mal d'éléments, pour du crédit et pas mal d'éléments comme ça. Mais maintenant, les véritables proxy Bitcoin, c'est Robinhood, c'est Galaxy, c'est MicroStrategy, c'est le iBit, donc le TF Spot Bitcoin de BlackRock, c'est Coinbase, et ces compagnies-là, c'est Circle, eToro. Ça, maintenant, ce sont les véritables proxy Bitcoin, c'est Block, oui, toutes ces compagnies-là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ça, ce sont des entités, la plupart des entités que j'ai citées, elles sont dans le S&P 500 ou dans des indices comme le Russell 2000 et pas mal d'éléments comme ça. Donc, en gros, maintenant, ces entités-là, vu que ce sont les véritables proxy BTC, ce sont ces compagnies qui posent l'infrastructure. Maintenant, c'est une infrastructure au niveau des échanges et des services de Wall Street. C'est pour ça qu'aussi qu'on parle de Wall Streetisation. Parce que Circle, ils font quoi? Coinbase, ils font quoi? Robinhood, ils font quoi? Ce sont des services financiers, ce sont des brokers. Ouais. Et ça, maintenant, ça devient des véritables proxy BTC qui sont dans le S&P 500 et dans d'autres indices comme ça. Donc, ça, c'est très intéressant. Et vrai que maintenant, donc, c'était jamais vu auparavant pour se stabiliser aux alentours de 0,75. Donc, c'est fort corrélé. Et ce rapprochement inédit traduit l'alignement des fluctuations de Bitcoin sur les attentes du risque du marché action. Okay, donc rappelez-vous, Bitcoin, lorsqu'on va le regarder, on va regarder quoi? Le IBIT, les inflows, outflows, donc de cet ETF, donc les net inflows. Et on va regarder aussi les transactions, le volume de trading des institutions et des particuliers et autres services. On va regarder Circle, la demande de stablecoin. Maintenant, Tether aussi vise les marchés US, institutions, et on va voir aussi pourquoi pas une entrée en bourse. Donc oui, il y a pas mal d'éléments comme ça. Deuxième point, volatilité Bitcoin sous compression depuis le début de l'année. Donc le BVIV a chuté de 67% à 42%, alors que le prix du Bitcoin a progressé de 26%. Vous voyez que ça, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque la volatilité chute, ça veut tout simplement dire beaucoup plus de stabilité. Et quand je parle de stabilité, c'est au niveau de la tendance. Okay. Lorsque la volatilité monte, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait de la violence au niveau des mouvements. Donc là, des mouvements qui vont passer de 1 à 2 sigma, pourquoi pas. Lorsque on s'attend qu'à un événement clé. Donc un exemple pour les actions, c'est à l'approche des résultats. Ou le jour où il y a un événement, donc Joe Paul a commenté quelque chose, Trump a commenté quelque chose, il y a un choc, un risque géopolitique, boum, là les marchés réagissent.
Et donc là, c'est très, très, très intéressant de voir cette chute de volatilité. Et bien, ça aussi, c'est les effets de la Wall Streetisation. Donc ça, voilà, en gros, ce que c'est. Avec la volatilité, il faut savoir l'interpréter. Donc cette décorrélation prix-volatilité illustre l'effacement des phases purement spéculatives au profit d'une gestion du risque plus institutionnelle. Oui, c'est très important. Donc, et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec le gold. Lorsque le gold était Wall Streetisé, ouais, que ce terme, c'est pas uniquement utilisé pour le BTC, c'est juste un actif qui commence à avoir une infrastructure qui est beaucoup plus institutionnalisée. Donc, allez revoir la masterclass. La masterclass Bitcoin, je crois que c'était révolutionner votre trading en 7 jours. Vous avez Sophia en affiche, donc allez revoir cette masterclass. Donc, troisième point, rôle accru des investisseurs institutionnels. Selon Marcus Tillon de 10X Research, les acteurs de Wall Street vendent massivement des options. Donc, OTM calls et puts, donc ça veut dire out of the money. Donc là, il faut expliquer les options, c'est quoi. Donc là, c'est quelque chose qui est prévu dans le global macro trading, mais on va expliquer de manière très, très simple parce que c'est très, très, très complexe. Vous voyez les options, lorsque vous voyez les options toutes simples, enfin, vous voyez qu'on peut expliquer c'est quoi une call, c'est quoi une put, mais vous voyez ici, lorsqu'on parle de vendre massivement des options, donc que ce soit des calls ou des puts, il y a en moyenne 35 stratégies d'options qui sont utilisées. Et donc, retenir les 35, c'est déjà quelque chose de violent. Et vous n'avez jamais utilisé toutes les 35. Moi, je vous le dis, donc moi-même, personnellement, je n'utilise pas toutes les 35. Et ceux que je connais au niveau des institutions, un exemple, le trader de l'institution, beaucoup trade des options. En gros, c'est un des prérequis. Trader les options, on croit qu'on n'est pas obligé. Mais pour rentrer dans le family office, eux, ils veulent que l'on gère des portefeuilles options. Et je peux vous dire que des 35 stratégies que l'on doit apprendre, donc lorsque vous avez votre certification, vous êtes examiné sur vos connaissances de ces 35 stratégies, on utilise, que je ne dise pas de bêtises, en moyenne 4, donc 80% du temps, c'est 4 stratégies que l'on utilise, et au total, il y en a 6. Et bien, ça dépend du temps. Maintenant, n'oubliez pas ici, lorsque je parle du family office de l'institution, c'est un profil bien spécifique. On parle de trading ici. Et lorsque je dis trading, l'horizon de temps prérequis et auquel on doit se soumettre, donc là, ce qui est mandaté à l'institut, c'est 20 jours. Donc, on trade les expirations d'options mensuelles. Ouais, donc c'est 20 jours. Notre trade, notre opération, c'est 20 jours. Donc, on voit des éléments qui sont très volatiles durant cette période de 20 jours. Par moment, on peut avoir quelque chose qui peut prendre 3 mois. Donc là, en gros, c'est si on a anticipé, on va dire, le prochain earnings. Voilà, voilà. Tesla a publié ses earnings hier et Google. Et ben, j'ai pris position juste après les earnings. Et là, c'est pour les prochains earnings. Donc là, ce serait intra-earnings. Mais en gros, ma thèse d'investissement doit être solide. Parce qu'on va dire, tiens, Serge, je pense que tu prends cette position maintenant parce que tu vas attendre 3 mois. Pourquoi tu vas attendre 3 mois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Et si ma thèse, elle est toute pourrie, on va me dire, va te faire voir, toi et ton trade. La clé, c'est 20 jours. Donc, Wake, c'est très compliqué. Donc, de ce que vous allez avoir 20 jours et vous allez opérer un portefeuille de 10, 15 ou 20 entités, jouer des expirations d'options, vous avez intérêt à être bon et savoir quoi faire. Maintenant, dans ces 20 jours, et ça dépend des positions que vous allez avoir, il faut choisir parmi les 35 stratégies. Et comme je dis, il y en a 6 qu'on utilise principalement, mais ce sont des spreads. Donc là, c'est des spreads et des ratios, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Vous voyez, donc c'est pas pour tout le monde, ça. Ouais. Et vous voyez que ça, c'est le gros problème qu'il y a avec Robinhood. Et maintenant, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que beaucoup d'opérateurs sont passés aux options. C'est que maintenant, beaucoup de traders et portfolio managers, un exemple comme ceux de l'Institut, qui étaient principalement des portfolio managers, maintenant nous jouons le rôle de trader. Donc, nous jouons le rôle de trader market maker et on revend. Vous voyez que nous sommes la contrepartie des opérateurs de Robinhood. Vu que maintenant, il y a beaucoup de particuliers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dumb money. Malheureusement, il faut le dire comme ça. Il y a beaucoup de pigs et de pigeons. Et nous, maintenant, le rôle que nous jouons, nous sommes passés de portfolio manager 3 mois à trader. Donc, trader market maker pour tirer avantage de la volatilité. Et évidemment, vu qu'on a beaucoup d'opérateurs, donc là, si on est 10% du smart money, il y a 90% aux États-Unis d'opérateurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc là, ça garantit des méga opérations à haute probabilité de succès, surtout lorsque vous savez ce que vous faites. On voit que ça, c'est très, très, très important de comprendre ça. C'est pour ça qu'il y a eu un switch au niveau institutionnel pour dire, bah, tiens, vous savez quoi, maintenant, il faut qu'on joue au market maker. Pourquoi? Parce qu'on a une méga contrepartie qui est là et on va tirer avantage de leurs carences et de leurs lacunes. Et c'est ça le game. Ouais, donc moi, vous voyez que moi, je vous parle toujours sans conflit d'intérêt. Voilà, moi, je suis totalement indépendant et voilà. Donc ça, c'est la réalité. C'est pour ça qu'il y a eu ce méga switch. Ouais. Parce qu'au niveau de l'Europe, traditionnellement, c'était opérer les CFD et le spot. Mais là, vous avez beaucoup plus d'institutions qui opèrent, surtout si on opère à Londres, à Singapour et à Hong Kong. Bah, là, et en Australie, c'est là principalement des CFD sont utilisés et c'est pas mal de smart money et en OTC, vu que vous opérez vous avec l'entité. Donc, vous et le broker et l'émetteur et d'autres pouvoirs de liquide. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez smart. C'est beaucoup de smart money. Il y a aussi du dumb money, mais c'est beaucoup plus de smart money. Mais maintenant, depuis qu'il y a eu l'avènement des retail via Robinhood et tout ça, il y a beaucoup de dumb money.
Et maintenant, avec les top opérateurs, Citadel, tout ça, Goldman Sachs, et pratiquement beaucoup de family office que je connais, et de tops opérateurs, c'est pour ça qu'ils sont dans les marchés des options. C'est pour ça que maintenant, les options, on voit que ça fait un méga boom. Rappelez-vous, ça fait un méga boom, c'est bien, mais vous devez savoir que c'est pas bien aussi. Pourquoi c'est bien? Parce que maintenant, il y a beaucoup plus de dumb money. Ouais, tout simplement, c'est ça. Ouais. Ouais, moi, je vous ai donné la vérité brute. Ok, donc ça, c'est la réalité, comme on dit, de raw truth en anglais, donc R-A-W, c'est-à-dire raw, donc c'est-à-dire brut, c'est-à-dire, comment dirais-je, ouais, la vérité, comment dirais-je, pure et dure, ça, c'est la réalité. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs, on va tirer avantage d'eux. Ouais. Et donc, ça, c'est ce qui se passe spécifiquement aux States. Et alors maintenant, vous voyez que d'où on commence à avoir cette corrélation, parce qu'ils sont exposés à Coinbase via Robinhood et tout ça, et voilà. Donc, là, je vous expliquais en gros le type d'options qu'ils utilisent. Donc, c'est out of the money call et puts pour générer des rendements. Et l'habillement, c'est vendre massivement. Donc, c'est pas être acheteur. Donc, ils ne sont pas long, une call, une put. Ils sont vendeurs de call et de puts. Donc là, c'est jouer au market maker. Si vous vendez une call, une put, d'un autre côté, il y a quelqu'un qui achète. Okay. Mais lorsque vous vendez, celui qui achète vous paye le premium. Évidemment, là, vous devez voir des exemples sous les yeux. Donc là, on viendra plus tard. Et donc, le tout comprimant la volatilité, il rentre en Bitcoin vers des cycles risk-on, risk-off similaires à ceux des actions. On voit que c'est très intéressant. Vous voyez ici, lorsque moi, je vous propose ces éléments, moi, j'ai juste vu le titre. J'ai juste pris l'URL, je l'ai passé à l'IA, j'ai dit, tiens, fais-moi un élément clé. Et vous voyez que je savais très bien que ça allait impacter le risk-on et le risk-off. Donc, reprenons le troisième point. Donc, le rôle accru des investisseurs institutionnels selon Marcus Thielen de 10X Research. Les acteurs de Wall Street vendent massivement des options. Donc, rappelez-vous, c'est être seller d'options. Donc, c'est jouer le rôle d'un market maker. Rappelez-vous, ce sont des traders, là. Donc, OTM, donc calls et des puts. Donc, OTM, ça veut dire out of the money pour générer des rendements. Donc, vous inquiétez pas pour les définitions de tout ça. On viendra dans nos masterclass Global Macro Trading. Donc là, très loin en fin de ce deuxième semestre. On arrivera à la partie des dérivés et voilà, je vous montrerai, je vous expliquerai les astuces et les trucs qu'utilisent ces traders avec ce type de produits dérivés. Donc, le tout, comprimant la volatilité et orientant Bitcoin vers des cycles risk-on, risk-off similaires à ceux des actions. Avec ça, c'est ce que je vous commentais en début de session. On me dit, l'article, moi, je l'ai pas lu, j'ai juste vu le titre, j'ai passé cela à IA, elle m'a pondu, j'ai dit, tiens, donne, avec SQL, fais-moi une synthèse en 4 points, et on va le commenter ici. Mais vous voyez que vu que je connais la pratique, je sais très bien que ça impacte le côté risk-on, risk-off, et ça, c'est ce que ne connaissent pas les particuliers. Ouais. Le risk-on, risk-off, c'est le consensus de Wall Street et comment ils sont positionnés. Et c'est pour ça que vous devez connaître la matrice financière, savoir qui est qui. Donc, les apprentis sorciers, les alumni de George Soros, Ray Dalio, etc. Les traders et les portfolio managers, le sell side et le buy side. Et dans le buy side, il y a plusieurs opérateurs. Okay. Donc, les fonds mutuels, les fonds de pension, eux, ils sont principalement long only, mais ils vont donner une partie de leur fonds asset manager qui, eux, va les hedger. Donc là, c'est ça. Donc, en vendant des options, en faisant pas mal d'éléments comme ça. Et en Europe, nous avons un élément qui est encore plus violent. Nous avons les CFD des options. Donc, encore plus violent. Ouais. Donc ça, c'est des éléments top. Aux États-Unis, ils n'ont pas des CFD d'options, mais ils ont du trading sur marge avec options. Donc aussi violent que ce que nous avons en Europe. Okay, parce que là-bas, au States, les CFD sont interdits, hein, vu que ça a généré beaucoup de catastrophes. Quand je dis c'est interdit pour les particuliers. Uniquement réservé aux institutions et aux opérateurs accrédités. Okay. Chose qu'en Europe, il n'y a pas. En Europe, tu signes ta décharge et voilà, tu fais ce que tu veux. Mais aux States, il y a eu tellement de catastrophes qu'ils ont dit niet, et la Belgique aussi, ils ont dit niet, on va couper tous ces éléments-là, parce qu'il y a eu beaucoup de scams et tout ça, donc j'en ai parlé. Faut regarder les anciennes sessions sur YouTube de 2017-2018, j'en ai parlé pas mal, avec chiffres à l'appui. Les chiffres que j'apporte, ce sont des chiffres qui proviennent des autorités eux-mêmes, donc la ESMA, l'autorité des marchés financiers, comment dirais-je, pour toute l'Europe. Vous avez la FCA, c'est en Grande-Bretagne, vous avez la AMF en France, CNMV ici en Espagne, et il y a les chiffres qui sont là. Oui, je participe à pas mal de conférences, il y a ces institutions qui sont là, et ils donnent les chiffres des retail, et la SEC aussi donne des chiffres des retail aux States. Vous voyez que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les particuliers soient exposés au marché privé, pas mal d'éléments comme ça, parce que il y a beaucoup de volatilité et des hauts, et c'est illiquide et des hauts risques de perte. Donc vous savez que maintenant, Robinhood, vous voyez que c'est très intéressant. Robinhood, je dis, faites très attention à Vlad Tenev. Ça, ce sont des ex-Wall Street, et eux, ils apportent les pratiques de Wall Street, mais pour le grand public. Donc le nom est trompeur, parce que Robinhood, la légende, c'est qu'il volait aux riches pour redonner aux pauvres, mais c'est pas ce que fait Robinhood, l'entité. Ouais. Là, ils sont en train de dépecer très rapidement les particuliers, parce que la majorité d'opérateurs ne gagnent pas. Et maintenant, Robinhood est arrivé en Europe. Et ils vont tokeniser des actifs du monde réel. Donc beaucoup d'éléments qui sont illiquides. Et maintenant, avec la tokenisation des actifs du monde réel, vous aurez ce genre de dérivés. Ouais, donc là, si vous regardez, pas plus tard qu'hier, je suis en train de regarder les chiffres d'un broker qui est très populaire ici en Europe et d'autres avec les chiffres de l'AMF, non pas de la ESMA.
Et donc Chypre, FCA, tout ça, et on a toujours plus 82% des opérateurs perdent de l'argent. Vous voyez que ça, c'est un élément clé. Donc ça ne va pas arranger les choses. Donc, quatrième point, Bitcoin comme baromètre de peur. Donc là, c'est le Fear Index. Alternatif. Donc, Bitcoin comme baromètre de peur alternatif, c'est très important. Donc, en gros, c'est quoi? Bitcoin maintenant sert aussi d'indicateur. Vous voyez que moi, je vous ai toujours parlé du Bitcoin Index. C'est comme ça que je le vois. C'est un indice. C'est un indicateur. Et donc, la volatilité implicite de Bitcoin joue désormais un rôle comparable au VIX. Vous voyez que c'est très important. Servant d'indicateur avancé de nervosité des marchés financiers. Vu que Bitcoin, c'est la technologie. Et donc, c'est de la spéculation sur des technologies futures. OK? Donc infrastructure financière, quoi que ce soit. Bitcoin, lorsqu'on voit l'engouement du BTC, ben, il nous sert de baromètre. Ça, c'est au niveau global macro. Et maintenant, lorsqu'on regarde l'écosystème crypto de manière idiosyncratique, la dominance du BTC nous sert aussi de baromètre pour définir, bah tiens, est-ce qu'on est en mode défensif ou en mode agressif. Lorsque la dominance du BTC chute, on est en mode agressif et là, c'est bon pour des altcoins. Lorsqu'on est en mode défensif, ben, vous voyez qu'il y a une forte demande du USDT et une forte demande de BTC. Et ensuite, regardez ce qui se passe avec le BTC et l'USDT. Lorsqu'on abandonne l'écosystème crypto, vous récupérez de l'euro ou du dollar. Vous voyez, donc ça, c'est comme ça qu'il est perçu. Et ça, rappelez-vous, ce sont les pratiques de Wall Street. Et donc, vous voyez que si vous n'êtes pas initié à ces pratiques, vous n'allez pas comprendre ça. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont initiés, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ne pensez pas que ce sont tous les traders, même ceux qui sont initiés, qui comprennent ça. Moi, je vous le dis. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entités qui vantent ce qu'ils font, et moi j'ai toujours dit que c'est quelque chose de violent. Et je peux vous dire aussi qu'au sein des institutions, du moins même là où je suis, que ce soit institution ou quoi que ce soit, ce ne sont pas tous les traders qui sont top, top, top. Certains ne génèrent pas d'argent, donc ne gagnent pas d'argent, mais ils en perdent peu. Ça, c'est un bon point. Ils perdent pas beaucoup d'argent, mais ils ne gagnent pas non plus énormément. Ouais. C'est vraiment la pointe de l'iceberg, le top du top des traders réellement qui génèrent de l'argent avec consistance. Ouais. Donc là, c'est très, très, très important. Même au niveau des institutions, c'est pas tous les traders qui sont top, ce sont les top performers qui compensent, si vous voulez, les pertes et les explosions des traders qui sont moins bons. Et les traders qui sont moins bons, lors du prochain cycle business, ils sont hors de la boîte. Où on va les transférer vers un autre département. On lui dit, bah, tu sais quoi, t'es pas bon pour être trader et portfolio manager, va plutôt en recherche. Et laisse le trading à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc ça, c'est très, très, très important. Vous voyez que c'est pas parce qu'on franchit les portes qu'on a accès à tout ce que vous voyez là, et cetera, que vous êtes au top. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux à faire. C'est un business qui est très compliqué parce que c'est ça. Malheureusement, les particuliers ne voient pas les marchés financiers comme étant un business. Et avec les masterclass, je les ai commencé par ça. La session TIAAB du 5 mars, je lui ai dit, vous devez traiter ça comme un business. C'est un business. Vous devez voir ça vraiment comme un business. Donc lorsque vous opérez votre compte de trading, c'est un business. Ouais. Et donc il vous faut tous les éléments clés pour opérer un business. Vous voyez que c'est aussi sérieux qu'opérer Apple. Ouais. Donc, les flux d'options Bitcoin deviennent un signal de sentiment macro à intégrer dans nos modèles de stress test et de corrélation multi-actifs. Vous voyez, lorsque vous dites ça à des particuliers, ils disent, bah, tiens, Bitcoin, on a dit que c'est le Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Non, nous sommes dans la Wall Streetisation. Nous ne sommes plus à l'ère du Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Ça, il faut le prendre, il faut le jeter à la poubelle. Ça, ce sont des tactiques de sales pour le marketing. Mais ce marketing est passé. Maintenant, Bitcoin, c'est digital gold. Et digital gold, comme je le disais déjà à l'époque, Bitcoin, c'est une bénédiction et c'est aussi une malédiction pour le BTC. Pourquoi? Parce qu'il va subir ce qu'a subi le gold. Et maintenant, vous voyez que le gold est risk on, risk off en fonction des tensions géopolitiques et tout ça. Donc, c'est un actif qui est macro maintenant. Donc, voilà, en gros, où nous en sommes. Donc maintenant, on va poursuivre, on va rentrer dans la deuxième phase du rapport, on va se focaliser sur les stablecoins. J'ai pris beaucoup de temps pour parler du BTC, mais c'était bien aussi de faire ces piqûres de rappel pour vous compreniez la Wall Streetisation. Et maintenant, il faut monter au créneau. Qui dit Wall Streetisation dit pratique de Wall Street. Donc vous êtes initié aux pratiques de Wall Street. Et en gros, bah, c'est ce que nous faisons ici au quotidien. Vous avez vu maintenant comment les cryptos sont touchés. Donc les prochaines cryptos à être Wall Streetisées subiront la même chose. OK? Donc, maintenant, on a une autre note. Ça, c'était le thème du jour. C'était les stablecoins, post-Genius Act et Clarity Act. Donc là, c'est le rapport, je l'ai fait hier. Donc là, c'était quoi? C'est plus ou moins la clôture des marchés US. Et j'ai repris pas mal de notes, de sentiments d'opérateurs des marchés des stablecoins et d'opérateurs du crypto market, post-signature du Clarity Act et du Genius Act, pour voir en gros, bah, qu'est-ce qui se passe? Quel est le sentiment? Donc là, c'est une analyste stratégique senior. Donc là, c'est Liana Gambor qui a généré ça, vu que j'ai voulu avoir une perspective, on va dire, stratégique sur les prochains 12 à 24 mois. Donc, objet, analyse stratégique du marché des stablecoins et perspective d'évolution sur 12-24 mois. Maintenant, on commence par un point, parce que c'est tout frais ce matin. Stablecoin à Hong Kong. Donc, Hong Kong, c'est un gros centre financier. Et il y a une news qui a été publiée ce matin. Donc, avertissement contre l'euphorie stablecoin de Eddie Yu. Donc, c'est le CEO de la HKMA. Donc, c'est l'autorité des marchés financiers de Hong Kong, si je ne dis pas de bêtises. Et il déplore une excitation excessive du marché autour des stablecoins. Donc, il dit bien attention.
Il souligne que de nombreuses propositions restent purement conceptuelles, donc la proposition d'émission de stablecoin et pas mal de cas d'utilité, sans cas d'usage concret, ni plan de mise en œuvre viable. Donc là, quand je parle d'émission, ce sont des pourvoyeurs de services, donc des entités comme Circle et Tether Ltd qui offrent des stablecoins. Et invite à tempérer la spéculation qui a gonflé les cours et volumes boursiers de sociétés non liées au cœur de métier des stablecoins. Avec maintenant beaucoup, surtout dans ces coins-là, il y a beaucoup de startups maintenant qui disent bah tiens, on va lancer des stablecoins. Vous avez vu ce que ça donnait pour le Terra Luna avec des stablecoins algorithmiques et pas mal d'éléments comme ça. Donc deux, entrée en vigueur de l'ordonnance sur les stablecoins. Rappelez-vous que ça c'est à Hong Kong, qui est un gros centre financier. Il ne faut pas ignorer Hong Kong. Hong Kong c'est très 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 important. Okay. Donc, entrée en vigueur de l'ordonnance sur les stablecoins au 1er août, à compter du 1er août, il sera illégal d'offrir ou de promouvoir auprès du public des stablecoins sans licence de la HKMA, donc l'autorité des marchés financiers de Hong Kong. C'est Hong Kong, je crois que c'est Monetary Authority. Donc, seules quelques licences seront accordées dans un premier temps sur plus de 40 candidatures attendues, renforçant la rareté et la valeur potentielle des acteurs agréés. Donc là aussi, c'est depuis l'explosion de Terra Luna, ils ont dit, tiens, il faut qu'on assure maintenant. Donc, durcissement des normes AML, donc anti-money laundering, donc anti-blanchiment d'argent, et connaissance de leurs clients. Et supervision renforcée de la HKMA, donc l'autorité, donc finalise d'ici fin juillet ses lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est ça, c'est financement du terrorisme, le CFT. Et le financement du terrorisme pour les émetteurs licenciés. Les exigences porteront sur les réserves. Donc là, les réserves que tu as, qu'est-ce qui back ton stablecoin? La transparence des réserves et le KYC. Donc là, c'est la connaissance du client afin de prévenir toute utilisation illicite des stablecoins en phase avec les standards du BIS. Donc là, c'est la banque des règlements internationaux, donc Bank for International Settlement. Donc c'est la banque centrale des banques centrales. Okay, donc là, ce sont les boss de la Fed, les boss de la BCE et tout ça. Quatrième point, capitalisation stablecoin en pleine expansion et timide recul. La capitalisation mondiale des stablecoins a dépassé les 269 milliards de dollars, alimentée par l'adoption américaine du Genius Act. Toutefois, l'autorité des marchés financiers de Hong Kong indique que ici, 10 licences, enfin moins de 10 licences seront délivrées initialement, suscitant déjà de nombreuses exceptions et limitant dans l'immédiat la capacité de marché des émetteurs réglementés. Pourquoi est-ce que c'est très important? Vous voyez que maintenant, les stablecoins ont une utilité spéculative. Donc là, c'est la paire BTC-USDT, Solana-USDT, etc., etc. Donc il y a une demande de stablecoin, mais c'est pour spéculer avec les produits dérivés, évidemment, que ce soit les futurs perpétuels, donc les swaps perpétuels, ou dans le cadre de Deribit, on utilise l'USDT et l'USDC. Donc je crois que Deribit, c'est l'USDC qu'ils utilisent pour le règlement des options, pas mal d'éléments comme ça. Donc la demande, elle est très spéculative. Mais Hong Kong, c'est un méga hub financier et beaucoup maintenant commencent à utiliser les stablecoins pour des transferts transfrontaliers. On voit que maintenant, ça va au-delà. Depuis qu'on a eu le Genius Act et pas mal d'éléments comme ça, l'utilité des stablecoins ira au-delà du trading spéculatif, d'où le dollar de PayPal, et vu que Circle va commencer à intégrer, détenu par des banques, et ça va permettre au paiement. Donc vraiment, maintenant, on a des véritables, enfin, on aura un autre cas d'utilité en dehors du trading spéculatif. Oui, donc c'est très important. Donc maintenant, on doit éviter, donc il faut qu'ils mettent pas mal de garde-fous et réguler cela au maximum. Oui, pour éviter le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et pas mal d'éléments comme ça. Donc voilà, en gros, ce qui se passe à Hong Kong, comme je vous dis, c'est un grand hub financier. Et bien, c'est porte pour l'Asie, le sud-est asiatique. Et bien, c'est là où vous avez le yuan offshore, tout s'opère à partir de la Chine. Donc c'est très très important. Et vous voyez qu'ils vont mettre pas mal de contrôles de capitaux parce que les Chinois, ils ont des contrôles de capitaux lorsqu'ils utilisent le yuan et pas mal d'éléments comme ça. Ouais, donc là c'est très 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 centralisé et c'est fort régulé là-bas. Donc la note exécutive maintenant, donc le secteur des stablecoins est à un point d'inflexion critique, catalysé par une croissance explosive de sa capitalisation boursière et surtout par l'introduction d'un cadre réglementaire fédéral aux États-Unis. Donc c'est le Genius Act et le Clarity Act. Donc Genius Act c'est pour les stablecoins spécifiquement et Clarity Act, comme le dit, c'est la clarté au niveau de la régulation. C'est quoi une crypto? Donc clairement, est-ce que c'est une communauté digitale ou est-ce que c'est une sécurité? Donc ces développements ne sont pas de simples ajustements, ils redéfinissent les règles du jeu pour les émetteurs majeurs comme Tether, donc l'émetteur de l'USDT, et Circle, aux côtés de Coinbase pour Centre, le consortium Centre, qui sont les émetteurs du l'USDC. Donc, tout en ouvrant la voie à une adoption institutionnelle et une intégration plus profonde dans le système financier traditionnel. Lorsqu'on parle de système financier traditionnel, c'est ça, c'est les transferts transfrontaliers, les paiements et tout ça. Donc, l'analyse des données de marché révèle une capitalisation totale des stablecoins dépassant les 263 milliards. Donc, ça, c'était hier durant la journée. Et durant la nuit, ça atteint les 269 milliards de dollars. Avec une domination persistante de l'USDT à près de 62%. Cette masse monétaire numérique constitue une réserve de liquidité, donc dry powder. Donc, en gros, c'est très important lorsqu'on parle de dry powder, donc c'est-à-dire poudre sec. Donc, en gros, c'est quoi? Ce sont des munitions.
qui à tout moment peut être déployée. Donc, cette masse monétaire numérique constitue une réserve de liquidité sans précédent, prêt d'être déployée sur le marché des actifs crypto. Vous voyez que c'est pour ça que maintenant qu'on veut tokeniser des actifs du monde réel, et Robinhood veut commencer par des actions, parce qu'ils veulent ramener encore plus de liquidité dans le stock market. Vous avez vu que maintenant, les stablecoins sont principalement utilisés pour spéculer sur les cryptos. Maintenant, on se dit, tiens, si maintenant beaucoup détiennent des stablecoins, on veut qu'ils échangent leur USDT et l'USDC contre Coinbase, contre Tesla, contre Nvidia et tout autre produit. Options sur ces actions et dérivés et tout ça. D'où il faut aller réguler cela. Okay. Et comme ça, vous allez voir maintenant que pas mal d'exchanges, et ça commence déjà par Robinhood et d'autres brokers, exchange, Coinbase et d'autres, vont commencer à offrir de la tokenisation des actifs du monde réel. Donc des fonds, des ETF, offrir aussi les marchés privés et bien évidemment ce que Binance et FTX et d'autres exchanges appelaient des stonks. Donc c'était quoi? C'était des stocks tokenisés. Vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui. Et les premiers, donc les pionniers ont été pénalisés, donc Binance, FTX et tout ça. Et là, en gros, c'est quoi? C'est utiliser toujours cette masse monétaire. Donc, l'USDT, rappelez-vous, c'est comme le M2. Cette masse qui est là, qui est dormante, clairement, il faut en faire quelque chose. Donc, des produits rendement, donc des money market funds avec un rendement de X pourcentage annualisé, et bien, pouvoir échanger, comment dirais-je, des stablecoins contre des actions. Et aussi permettre des transferts instantanés. Ouais. Donc là, alimenter ton compte en USDC durant la nuit et trader durant la nuit. C'est pour ça aussi que Robinhood est en train d'accélérer le trading 24 sur 24, 7 sur 7. Comme ça, il y aura toujours de l'action, donc toujours générer de l'argent. Donc vous voyez que c'est pas pour les beaux yeux des cryptos qu'ils ont passé le Clarity Act. C'est parce qu'ils voient loin. Wall Street, ça c'est toujours dans le cadre de la Wall Street. Wall Street voit un gros coup, du gros business à faire ici. Et on va intégrer l'USDT, l'USDC avec le dollar de PayPal et pas mal d'éléments comme ça et tout ça et d'autres émetteurs. Vous voyez, donc c'est ça la clé. Ok. Donc, on va reprendre l'analyse des données de marché révèle une capitalisation totale des stablecoins dépassant les 260 milliards de dollars avec une domination persistante de l'USDT, donc près de 62%. Cette masse monétaire numérique constitue une réserve de liquidité, donc là des munitions, sans précédent, prêt d'être déployée sur le marché des actifs crypto et autres. Rappelez-vous, maintenant on va aussi tokeniser les actions. Donc tout ça, ce sera dans le champ des cryptos et ça, ce sont avec le Clarity Act, ce sont quoi? Ce seront des sécurités tokenisées. Okay. Donc la corrélation historique entre l'augmentation de la capitalisation des stablecoins et la hausse de capitalisation totale du marché des crypto-monnaies suggère un potentiel haussier significatif à venir, vu que beaucoup disent que le marché des stablecoins peut atteindre un 10x, donc dépasser les 2000 milliards de dollars. Okay. Ça, c'est un truc que j'ai vu hier ou ce matin, quelque chose comme ça. Donc la nouvelle législation américaine clarifie le statut des stablecoins et des autres actifs numériques, réduisant l'incertitude réglementaire qui freinait jusqu'à présent les acteurs institutionnels. Pour Tether, le Genius Act est un chemin vers la légitimité et l'accès au marché américain. Vous voyez que ça fait en 48 heures, j'ai vu, je ne sais pas combien de fois, j'ai vu Paolo Andriano, donc là c'est le PDG de Tether LTD, c'était l'ancien CTO de Bitfinex, et avec Bitfinex est détenu par Tether LTD, c'est la même entité, ils ont la même maison mère, et là je l'ai vu à toutes les sauces, que ce soit Cointelegraph, The Block, Coindesk, Bloomberg, CNBC, tout ça, j'ai dit waouh, clairement on voit qu'il y a un très bon momentum, mais maintenant eux, comme vous le voyez là, ils vont rentrer dans le marché US et se focaliser sur les instituts. Et pour Circle, c'est une consécration de son modèle axé sur la transparence et la conformité, vu que Circle s'est lancé en bourse. Donc ici, j'ai pris une capture écran, ça c'était hier, donc ça c'est au 23, vous avez ici le top 12, et vous voyez clairement Tether, sa market cap, et si vous ajoutez les autres acteurs, vous voyez que ça fait une grosse market cap, et bien mon Tether, le volume en 24 heures, c'est quelque chose de balèze, donc Tether number 1, USDC, vous avez l'USDE, donc là c'est FNA USD, vous avez le DAI, qui est multi-collatérisé. Vous avez l'USDS, donc j'ai oublié c'est quelle entité qui émet cela. Vous avez le First Digital USDC, donc First Digital c'est une entité financière, sell-side de Wall Street. Vous avez PayPal, vous avez le Tether Gold, vous avez l'USDD, vous avez le True USD, vous avez Frax Dollar aussi, vous avez le USDG. Okay, donc là, le global dollar, et vous avez aussi le dollar de Gemini. Enfin, il y a pas mal d'entités qui émettent du dollar. Mais bien, vous avez ici en termes de market cap et en termes de volume, les plus gros volumes, clairement, c'est Tether et l'USDC. Vous voyez que Tether, c'est plus de 10x le volume quotidien de l'USDT. Bien, c'était hier le 23. Et en termes de market cap, voilà, 100 milliards de market cap en plus. Donc, Tether, c'est balèze. Maintenant, la stratégie pour les 12 à 24 prochains mois doit s'articuler autour de 3 axes. 1, exploitation des rendements yield. Donc là, il y a une stratégie aussi. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que maintenant, il y a pas mal de brokers qui vous donnent un rendement sur le cash que vous avez sur le côté. Donc ça vous permet aussi d'avoir un rendement. Donc ça participe à des money market funds pour avoir un rendement de 2 à 3% annualisé.
Donc, exploitation des rendements yield. N'oubliez pas, si vous avez 2 à 3%, vous devez savoir de combien est l'inflation. Oui, donc si l'inflation est de 2%, vous avez un rendement de 2%, ben, réellement, ça vous a permis de maintenir la valeur du cash que vous avez, donc en termes de munitions qui n'a pas encore été échangé contre Apple, Nvidia ou je ne sais quoi, ou Bitcoin. Donc, exploitation des rendements, donc le yield, donc génie du rendement, arbitrer entre la sécurité des stablecoins réglementés, donc USDC, Buydle aussi, ça c'est le stablecoin de BlackRock, et les rendements plus élevés, mais plus risqués. Des stablecoins algorithmiques ou décentralisés comme l'USDE. Maintenant, là, ce type de rendement, il l'offre à travers des exchanges exotiques. Ouais, donc Coinbase, ils ont pas mal de stratégies de yield, donc là, c'est à voir, regarder tout cela. Deuxième point, c'est anticipation des flux de capitaux. Surveiller l'afflux de capitaux institutionnels maintenant que la clarté réglementaire est établie. Donc, il y aura beaucoup plus de minting. Minting, c'est quoi? C'est battre monnaie. Donc là, c'est frapper des nouveaux USDC, des nouveaux USDT. Troisième point, positionnement stratégique. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir, là, vous allez comprendre lorsque vous allez voir les graphiques. Oui, avec un graphique, vous pouvez tout simplement voir la corrélation entre les deux. Donc là, vous allez voir de quoi je parle. Troisième point, positionnement stratégique, s'adapter à la nouvelle dynamique de marché où la conformité devient un avantage compétitif majeur. Et ce rapport détaille ces points et fournit une feuille de route pour naviguer dans ce nouvel environnement. Donc là, on a dans la liste des données clés des stablecoins. Donc là, j'ai soumis pas mal d'éléments pour que la IA nous en crée comment dirais-je, elle nous crée un tableau. Donc ça, c'est Gemini, parce que j'aime bien Gemini. Pourquoi? Parce que c'est directement connecté à mon Google Drive et ça me crée les fichiers. Vous voyez que Excel et Copilot vous permettent de faire cela, mais c'est trop compliqué. Vous voyez que ça me cassait trop la tête, il y avait trop de bugs et je préfère le Gemini avec Google Drive. C'est en quelques clics, ça se fait automatiquement. Donc, le tableau suivant synthétise les métriques essentielles des principaux stablecoins basés sur les données fournies en date du 23 juillet. Les données que j'ai fournies, c'est celles-ci. Vous voyez que ça, c'est DeFi Lama. Et vous avez l'aparté stablecoin dans DeFi Lama et il classe toutes les stablecoins. Donc là, j'ai le top 12 des stablecoins. Donc, vous voyez que j'ai le Tether, l'USDC, le FNA, le DAI, voilà, c'est Sky Dollar. Je crois que c'est de Sky Mavis. OK? Je dis pas de bêtises. Vous avez le BlackRock USD. Donc, ça, c'est le Buydle. C'est très important. Okay. Et vous voyez que là, le prix, c'est $1. Vous voyez que BlackRock aussi a déjà son stablecoin. Et ça, c'est pour les actifs qui sont tokenisés. Et là, vous voyez les blockchains où c'est propulsé. Donc, BlackRock propulse sur Ethereum, Polygon, ça c'est Aptos, Avalanche. J'ai oublié c'est quoi, c'est ce projet, je sais pas c'est quoi cette blockchain. Vous avez le Lord Liberty Financial, vous avez FNA USDT B, vous avez le First Digital USD, vous avez le PayPal USD, le Franklin On-Chain. Donc Franklin, c'est Franklin Templeton, donc c'est une autre entité de Wall Street qui émet aussi son propre stablecoin. Et Ondo Finance, ils ont aussi le Ondo US Dollar Yield. Donc c'est un produit qui génère un rendement sur le dollar. Ouais. Donc c'est très important. Et vous voyez là les market cap. Donc vous voyez que le Buydle de BlackRock, c'est quand même une très bonne market cap. Évidemment, le Tether, c'est avec les fluctuations d'hier, avec Tether et USDC, pardon, ce sont les stablecoins qui génèrent le plus de, comment dirais-je, qui ont les plus grandes market cap et vous voyez qu'elles sont propulsées sur beaucoup de blockchains. L'entité ici, enfin le stablecoin qui est propulsé sur un max de blockchain, vous voyez que plus de 111, donc là 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 117 blockchains, c'est là où est propulsé l'USDC. Et Tether, c'est 91, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, sur 97 blockchains, le Tether est propulsé. Et vous voyez que le Tether à la norme TRC20, donc là, sur Throne, c'est le moins coûteux et le plus rapide. Okay. Donc bien plus rapide que Ethereum. Rappelez-vous que Tether, premièrement, c'était propulsé sur, comment ça s'appelait? C'était Omni. Omni était un fork de la blockchain Bitcoin et c'est ce fork qui permettait les contrats intelligents, donc là, qui permettait une couche d'application pour propulser l'USDT. Premièrement, c'était sur Omni. C'était un peu plus coûteux et un peu moins rapide, mais sur Ethereum, donc norme ERC20, et sur TRX, c'est très rapide. En plus de Ethereum, si vous rajoutez les couches 2 comme Polygon. Ok, donc là, c'est très rapide et à faible coût, et c'est sur TRX qu'on a le plus gros volume avec le volume au quotidien de l'USDT, le gros de ce volume, donc la part de ce volume, c'est en norme TRC20. Donc là, sur la blockchain Tron. Ok. Donc ça, ce sont ces données que j'ai soumises à l'IA, et donc voilà, en gros, ce qu'elle a récupéré ici. Donc avec la dominance, stabilité du PEG, rappelez-vous que ça dévie de temps en temps, donc $1 et 1 cent, ou par moment c'est 0,99, pas mal d'éléments comme ça. Variation en un mois, vous avez de l'émetteur ici, donc la compagnie qui émet, vous voyez que là on a le top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a le top 7, et vous voyez ici les observations clés. Donc Tether, c'est leader incontesté en volume de capitalisation. Le Genius Act est son principal catalyseur risque. Vous voyez que c'est très important le Genius Act, et c'est depuis que ça a été adopté, qu'on a le PDG de Tether qui intervient beaucoup. Donc USDC, principal bénéficiaire de la nouvelle régulation US, donc croissance robuste. Le FNA, dollar synthétique, croissance explosive, offre des rendements élevés, mais avec des risques structurels. Vous voyez que ça c'est comme le Terra Luna.
Donc c'est un dollar synthétique. Et donc là, la manière de maintenir le peg et les collatéraux, ben voilà, c'est assez complexe. Le DAI, donc leader des stablecoins décentralisés et surcollatérisés, donc pour éviter les problèmes. Sky Dollar, donc stablecoin émergent à surveiller. Le BlackRock Builder, donc fonds tokenisés sur la blockchain et pont direct entre TradFi et DeFi. Vous voyez que le Boydle, vous voyez que c'est pas spécifiquement. Le Boydle, c'est un fonds, mais ils ont créé un dollar. Pour comme ça, ben BlackRock, vu que c'est un fonds, ben, ils vont pouvoir effectuer les transactions et payer un dividende si dividende y a payé, pas mal d'éléments comme ça. Donc c'est très intéressant. Et le PayYUSD, ben, c'est l'intégration dans un écosystème de paiement mondial et potentielle adoption de masse. Donc, ça, ce sont des catalyseurs clés pour cette stablecoin. Donc là, ici, c'est sur DeFi Lamar BioSystem 23. Vous voyez la total market cap des stablecoins. C'est stablecoins uniquement. Vous voyez total stablecoin market cap, donc 263 milliards. Et vous avez vu comment c'est monté. Donc là, rappelez-vous 2017, là où les cryptos étaient devenus mainstream, notamment le BTC et tout ça, tout ça. Donc là, on est flat. Donc c'est un graphe à l'échelle normale. Oui, après, on va regarder un graphe à l'échelle logarithmique, on va le stresser par rapport au prix de la total crypto market cap, par un élément comme ça. Et donc, vous voyez comment c'est monté, dominance du Tether, vous voyez près de 62%, vous voyez que c'est monté énormément. Vous voyez la période 2020, 2021, 2022. 2022, ramené par le fameux choc des changements des politiques monétaires, le M2, le bilan de la Fed aussi, donc c'est fort corrélé à tout cela. La méga chute est reprise, vous voyez, courant 2024, et bien moins avec Trump 2025, vous voyez que ça ne cesse de monter. Donc là, clairement, ça monte. Et vous allez voir en gros les corrélations entre la montée de la market cap des stablecoins et bien moins la market cap crypto. Donc, deuxième point, c'est une note stratégique d'investissement et perspective, donc 12 à 24 mois. Petit A, stratégie de rendement yield forming. Donc, là, le paysage de rendement du sur stablecoin se segmente en 3 points. Donc, rendement à faible risque et conforme. Avec le Genius Act interdisant le versement d'intérêts directs par les émetteurs, les rendements proviendront des protocoles de prêt emprunt, donc lending borrowing, c'est le DeFi, donc en finance décentralisée, utilisant des stablecoins conformes comme l'USDC ou le Builder. Vous voyez que ça va être très important. Rappelez-vous, c'est pour ça que BlackRock, ils ont cela. Ça, c'est pour payer tout ce qu'ils devront payer par rapport aux fonds qu'ils vont tokeniser, et ça va permettre d'utiliser ces fonds d'autres actifs comme collatéraux, et voilà, donc ils vont faire beaucoup de choses avec ces éléments-là. Rappelez-vous, ça c'est la Wall Streetisation, c'est ramener toutes les pratiques de Wall Street, donc de la finance traditionnelle, dans la finance décentralisée. Okay, donc ces rendements seront probablement modérés, donc 3 à 6%, mais offriront une sécurité juridique et une robustesse de premier ordre, attirant des capitaux institutionnels. Rappelez-vous, c'est 3 à 6% annualisés. Ajustez cela à l'inflation. Okay, donc, rendement à haut risque et haute récompense, des protocoles comme FNA, donc USDE, continueront d'offrir des rendements à deux chiffres, donc 15%, mais c'est très risqué. Et leur mécanisme, donc delta neutral, bon, c'est très compliqué, donc c'est cash and carry sur les marchés des dérivés est sophistiqué, mais comporte des risques systémiques. Donc, risque de financement, de contrepartie et tout ça, un peu comme le Terra Luna. Vous voyez que à partir du moment où votre collatéral, que ce que vous utilisez, qu'il y a un changement au niveau des taux d'intérêt, ou que l'émetteur a un problème, rappelez-vous comme FTX qui était l'émetteur du FTT, et vous avez Alameda Research qui était leur boîte de recherche et de trading, vous voyez que FTX était donc un exchange, et dépositaire, etc. Et d'un autre côté, vous avez Alameda Research qui était un hedge fund et un market maker. Et vous voyez que les FTT que frappait, si vous voulez, FTX ou qu'émettait FTX, FTT, donc là, pardon, Alameda Research utilisait ça comme collatéral pour faire pas mal de paris. Donc là, leur position. Et vous savez que ça, en gros, ça vous explique le problème du fameux carry trade, le dénouement du carry trade au 2 août. Donc beaucoup d'opérateurs utilisent le yen japonais, mais ils ont acheté le yen japonais à un faible coût. Et ils ont posté des collatéraux, des actions de Nvidia, Apple et pas mal d'éléments comme ça. Lorsque la banque centrale japonaise a changé sa politique de taux d'intérêt, donc a monté les taux d'intérêt, le coût du capital coûtait plus cher. Et donc là, ça a changé les structures de carry trade. Donc carry trade, en gros, c'est quoi? C'est vous empruntez en yen, ok? Donc vous allez, dans un premier temps, acheter le yen, vu qu'il est à un faible taux d'intérêt, et vous allez échanger ce yen contre le dollar. Pourquoi? Parce que vous empruntez le yen, on va dire, à 0% de taux d'intérêt, et le dollar vous donne un rendement de 4,5. Okay, donc la clé, c'est ça. Donc j'emprunte à une monnaie qui a un faible taux d'intérêt, et je gagne des intérêts avec une monnaie qui a un haut taux d'intérêt. C'est pour ça que là, c'est les principales clés du Forex. C'est les taux d'intérêt et ensuite comprendre la macroéconomie. Est-ce que c'est un pays qui est exportateur ou importateur? Si c'est un pays qui est exportateur, il voudra avoir un taux d'intérêt bas pour favoriser quoi? Ses exportations. Donc la Chine va avoir une monnaie plus faible que le dollar. Comme ça, les Américains peuvent acheter beaucoup de babioles ou beaucoup de gadgets en Chine. Ouais. Et donc la Chine est une économie qui est basée sur des exportations, d'où elle a un surplus commercial par rapport à la Chine. Maintenant, on voit que ça, ce que je viens de dire, c'est complexe, yes, maintenant c'est pratique. Imaginez ça maintenant dans le monde des stablecoins, avec des stablecoins algorithmiques et synthétiques et pas mal d'éléments comme ça. Donc il y a pas mal de risques.
Et maintenant, vous avez des apprentis sorciers qui vont jouer le delta neutral, les carry et pas mal d'éléments comme ça. Ça, j'ai appris ça de qui? Bah, de Jens, parce que c'est ce que Jens faisait. Il a opéré au Tokyo, il a opéré au Japon, Genève, Zurich, enfin, il a opéré partout. Il était trader forex, donc trader market maker de grandes institutions. Dresdner Bank qui est devenu Commerzbank par rapport, enfin, qui a été acquis par Commerzbank et Citi. Donc, vous connaissez tous Citibank, c'est une des Big Four aux États-Unis. Donc voilà, il opère à Citi partout, que ce soit à New York, la City, Tokyo, tout ça. Et il m'a expliqué plein d'anecdotes du trading desk et pas mal d'opérations. Lui, il était trader, market maker, FX, donc là c'est devise, donc Forex, et rente fixe. Donc là, bon, les obligations, que ce soit obligations souveraines, donc là d'État et corporate. Et donc il a fait ça partout. Et donc il me raconte des anecdotes, c'est assez intéressant. Et le KUT, il le connaît bien parce qu'il a opéré depuis Tokyo et il parle couramment japonais. Et il m'expliquait pas mal d'opérations qu'il avait avec des grosses corporations, avec ceux de la Banque centrale et tout ça. Donc c'était assez intéressant. Et maintenant, imaginez-vous ça avec des swaps et des produits ultra compliqués. Maintenant, toute cette folie, ça arrive maintenant dans le marché des stablecoins. Donc, ça va être, si quelque chose se passe mal, ça va être un véritable bordel. Bordel du calibre de Crédit Suisse. Ok. Donc voilà. Et comme ça, vous savez en gros ce qui nous attend et ce qui arrive. Donc leur mécanisme, donc là c'est c'est stablecoins algorithmiques ou synthétiques et tout ça. Donc là, ça arrive maintenant avec sur des marchés de dérivés. Et leur mécanisme est sophistiqué, mais comporte des risques systémiques, donc risque de financement et de contrepartie. Donc là, c'est pour ça qu'on parle du carry. Donc il y a aussi un changement au niveau des taux d'intérêt où l'émetteur maintenant doit poster des collatéraux et doit trouver des collatéraux dans les prochaines 24-48 heures. Boum, comme ce qui est arrivé à FTX. Ce qui est arrivé à FTX, j'avais fait une session où je vous parlais de les similitudes entre Lehman Brothers et FTX. C'est exactement la même chose. Lehman avait un excès d'effet de levier, je crois, de plus de 40 à 1. Okay. Donc, un exemple, s'ils avaient 1 milliard d'exposition, ils n'avaient par exemple que 100 millions d'actifs. Les actifs, c'est quoi? C'était leur building et pas mal d'éléments comme ça. Et ils avaient une exposition d'1 milliard de dollars. Donc là, un effet de levier de 10 à 1. Okay. Donc un mouvement de 10%, leur collatéral, il n'y avait pas assez. Un mouvement de 15-20%, l'entité était KO. Donc ils devaient trouver de l'argent, donc des collatéraux, quelqu'un pour les aider à demeurer solvables et maintenir toutes les positions qu'ils avaient, tous les business qu'ils faisaient. Donc ça, c'est le méga risque systémique qu'il y a avec ces entités. Donc il vous faut une entité qui est robuste, qui est bien capitalisée. Et là maintenant, vous voyez que tout ça, c'est de la spéculation parce que FNA, c'est pas quelque chose de balèze. C'est pas BlackRock, ça. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Terra Luna et FTX. Donc, la croissance fulgurante de l'USDCE, donc la plus 16% en un mois, montre un appétit pour le risque persistant. Vous voyez, lorsqu'on parle de croissance, c'est la market cap, donc là, le minting, donc la frappe, la demande pour ce stablecoin. Donc, une stratégie prudente consisterait à allouer une petite portion de portefeuille à ces actifs tout en surveillant de près la stabilité de leur mécanisme. Rappelez-vous, ici, la stratégie, c'est de yield. Donc là, c'est pour cultiver, si vous voulez, des rendements. Donc, avoir une stratégie de rendement, ça, c'est rendement fixe, si vous voulez, mais il y a un risque de contrepartie. Et d'un autre côté, vous avez des stratégies où vous allez vous-même tenter de générer vous-même vos rendements avec des positions spéculatives. Ensuite, il y a l'arbitrage réglementaire. Donc, tant que les juridictions hors des États-Unis resteront moins strictes, vous avez vu par exemple Hong Kong, Singapour et tout ça, les opportunités de rendement plus élevées sur des plateformes non américaines utilisant l'USDT persisteront. Ça, c'est ce que vous avez dans OKX, BitGet, Bybit et tout ça. Donc, tous ces exchanges qui sont offshore, Binance et tout ça. Donc, cependant, le risque réglementaire associé augmentera. Stratégie recommandée, une approche barbell. Donc là, barbell, c'est une barre. Donc barbell, c'est une barre fitness, ouais. Donc, est conseillé, une barre de musculation, pardon, allouer une majorité du capital, donc 70-80%, à des stratégies de rendement basées sur des stablecoins, auditées et conformes, donc USDC, le Boydle, sur des plateformes DeFi de premier plan, donc Blue Chips, donc là, je sais pas moi, AV, tout ça, et allouer une portion minoritaire et contrôler donc 20-30% à des stratégies plus agressives sur des actifs comme USDCE ou via des arbitrages sur l'USDT, avec des stop-loss et une gestion des risques rigoureuse. Et si on parle bien de yield, donc aller rechercher du yield. Ensuite, B, catalyseur et impact sur le marché crypto. Donc, la régulation US, donc Genius et Clarity Act, comme catalyseur principal. Le Genius Act, ce n'est pas une contrainte, mais une légitimation en forçant les émetteurs à détenir des réserves liquides, donc 1 à 1, donc bon du trésor et cash. Donc, en gros, c'est quoi? Si tu as une market cap, si tu émets 100 millions de Serge dollars, tu dois avoir 100 millions de dollars de collatéraux, que ce soit du bon du trésor, que ce soit du cash, peu importe. Il transforme les stablecoins en produits financiers quasi bancaires pour Tether USDT. La mise en conformité annoncée par son CEO est un tournant majeur qui pourrait débloquer l'accès au marché institutionnel américain, solidifiant sa position de leader. Vous voyez que ça, c'est un élément qu'ils veulent faire vu qu'ils sont très utilisés en dehors des States. Et pour Circle USDC, la loi valide son modèle d'affaires proactif en matière de conformité et on fait le choix par défaut pour les acteurs averses au risque. Évidemment, USDC, ils sont déjà en bourse, donc ils sont 100% régulés.
Et le Clarity Act, en clarifiant la distinction entre sécurité, vous voyez, donc SEC et commodity, CFTC, cette loi lève le plus grand flou qui pesait sur les marchés. Donc, lorsque vous voyez les commodités, donc là, c'est digital assets, ce serait la CFTC qui va réguler ça. Vous voyez comment on régule l'or, le pétrole et tout ça, mais les commodities, le CFTC, ça régule aussi les futurs et les options. Donc, ça régule les dérivés. Donc là, les dérivés, donc les futurs du Bitcoin au CME. Les options sur le IBIT, tout ça, c'est régulé par le CFTC. Okay. Et les sécurités, bah ça, c'est tout ce qui est listé sur les bourses, comme le Nasdaq et le New York Stock Exchange. Donc là, avec Bitcoin, c'est une commodité. Donc le Bitcoin Spot, régulé par le CFTC, ça se traite sur le CME. Et maintenant, vous avez le IBIT, qui est une sécurité émise par BlackRock, et donc ça, c'est régulé par la SEC. Et maintenant, les dérivés, donc les options sur le IBIT de BlackRock, régulées par le CFTC. Je sais, c'est complexe ce que je viens de dire. C'est pour ça que c'est très important, vous devez comprendre ces deux institutions, ce qu'elles font. Donc maintenant, lorsqu'on va avoir la tokenisation des actifs du monde réel, ce sera régulé par le CFTC. Et si maintenant vous avez des options sur ces actifs tokenisés, ce sera régulé par le CFTC. Pardon. Les actifs tokenisés régulés par la SEC et les dérivés de ces actifs tokenisés régulés par le CFTC. Okay. Rappelez-vous, lorsque BitMEX a eu des problèmes, bah, c'était SEC parce qu'ils ont offert des sécurités non enregistrées et avec le CFTC parce qu'ils ont permis aux acteurs ou aux nationaux américains, donc citoyens américains, d'opérer des dérivés avec une plateforme qui était non conforme, donc non régulée et non enregistrée aux États-Unis. Donc BitMEX, ils étaient à Hong Kong et leur siège social, si je dis pas de bêtises, c'était où? Je crois que c'était l'île Maurice ou la Réunion ou l'île Vierge, enfin je sais plus où ils étaient. Ils étaient dans un coin qui était compliqué. BitMEX, c'est le nom commercial. La compagnie, c'était HDR. Donc Hayes, Reese et Delo. Vous voyez que c'était trois cofondateurs de BitMEX. Et ils vivaient à Hong Kong. Et leur entité était enregistrée quelque part, île de la Réunion, je ne sais où, au Caïman, je ne sais où. Et le business, les bureaux étaient à Hong Kong. Okay. Donc cette loi lève le plus grand flou qui pesait sur le marché en classant les actifs décentralisés comme Bitcoin et Ethereum sous la juridiction de la CFTC. Donc ce sont des commodités maintenant, donc c'est clair et net que Bitcoin et Ethereum sont des commodités et elle ouvre la voie à des produits dérivés et des ETP. Donc ETP, c'est toute la famille des ETF. Ça s'appelle Exchange Traded Product, donc des produits qui sont échangés sur les exchanges. Donc un ETF et tout ça, tout ça. Lorsque vous entendez ETP, ETN, ETF, c'est exactement la même chose. Maintenant, ce qu'on dit ETP, c'est que vous allez avoir un ETF 2X, 3X long, 2X, 3X short. Donc, c'est toute cette famille, toute cette gamme de produits. OK. Donc là, donc ça ouvre la voie à des produits dérivés et des ETP plus nombreux et plus complexes. Vous voyez que ça, je vous l'ai dit depuis 2018, parce que les frères Winklevoss de Gemini et Vanek, c'était les premiers qui voulaient déjà lancer des ETF Bitcoin à l'époque, donc 2017-2018, et ils parlaient déjà de 2X, 3X. On avait joué à l'époque des sessions vidéo et tout ça, donc là, il fallait voir les vidéos de l'époque. Et maintenant, ça ouvre la voie à tous ces produits complexes. Donc, rappelez-vous ce que j'ai commenté au début. Lorsque je vous parlais de Wall Streetisation, voilà la Wall Streetisation. Oui. Maintenant, ça va être compliqué parce que maintenant, vous allez avoir des dérivés sur tous ces éléments-là. Et maintenant, comprendre la mécanique risk-on, risk-off. OK? Donc, le tout stimulant la demande pour des stablecoins comme collatéral et unité de compte. Donc là, vous voyez que lorsqu'on opère en dollars, par exemple, si j'opère en dollars, j'ai mon compte Interactive Broker. S'il est passé les heures ouvrables, je peux plus faire de transfert. Ouais. Donc, prendre des bénéfices et par exemple envoyer de l'euro à mon compte. Vu que Interactive Broker Europe, nous, c'est à travers la Grande-Bretagne qu'on a accès à cela. Okay. Et dans certains cas, des entités, il n'y en a pas. Par exemple, TradeStation, là, c'est directement à partir des States. Et leur banque, c'est JP Morgan. Ils sont basés en Floride. Donc là, déjà, je dois payer les taux de conversion en dollars. Avec ces peu de balèze. Vous voyez, donc c'est minimum 100 euros qu'on va payer. Donc ça dépend combien vous allez envoyer. Vous devez payer la conversion et tout ça. Transfert, c'est entre 48 et 72 heures que ça arrive. C'est pas instantané. Et heure ouvrable, donc samedi et dimanche, je peux rien faire. Mais si maintenant il y a des stablecoins, très rapidement, boum, c'est fait, c'est instantané, c'est tout simplement le temps de blocage et des frais réduits. Ouais. Donc ça, c'est très, très, très important ce qui arrive. Donc, deuxième point, corrélation entre demande de stablecoin et total crypto market cap. C'est ce que vous avez envoyé cette image, c'est celle-ci. C'est ce que je vous avais dit. Donc, vous allez voir en gros la corrélation qu'il y a entre les deux. Donc là, je vois que vous le voyez directement. Maintenant, on va lire d'abord l'aspect qualitatif. Corrélation entre demande de stablecoin et total crypto market cap. Analyse historique, donc le graphique de TradingView, donc le graphique avec l'image que j'ai joint. Et éloquent. Historiquement, les pics de croissance de la capitalisation des stablecoins représentés par la dominance USDT et USDC ont précédé les grandes phases d'expansion du marché crypto, donc la total crypto market cap. La market cap des stablecoins agit comme un indicateur de la liquidité en attente, donc money on the sidelines. Donc en gros, c'est quoi? Ce sont les munitions.
Lorsque les investisseurs sont optimistes mais attendent le bon point d'entrée, ils convertissent leur devise fiat en stablecoin. Et lorsqu'ils sont pessimistes, ils vont convertir le stablecoin en fiat. Regardez avec les stablecoins comme le USDT, c'est un stock de valeur et valeur refuge de l'écosystème crypto. Au même titre que le BTC, d'où avec la dominance de ces deux, et c'est très important de surveiller cela. Donc la projection à 12-24 mois, la tendance haussière actuelle de la captation des stablecoins, donc 263 milliards et voire même plus, est un signal avancé puissant avec la clarté réglementaire, une partie significative de cette liquidité, ainsi que de nouveaux flux de capitaux institutionnels, donc rappelez-vous la frappe, donc le minting de nouveaux stablecoins, que ce soit USDT, USDC, devrait se déverser sur les actifs majeurs, donc Bitcoin et Ethereum, et les écosystèmes prometteurs, donc Solana, Avalanche, tout ça. Et nous projetons que cette dynamique pourrait propulser la market cap totale du crypto market vers de nouveaux sommets au cours des 12 à 18 prochains mois. Donc là, maintenant, vous avez le graphique. Donc, vous voyez ici, vous avez la total crypto market cap, vous voyez en vert. Ouais, donc ici, les 61. Ça, c'est, attendez. Non, pardon, ça, c'est la market cap de l'USDT. La market cap du Tether, je dis, tiens, c'est pas la market cap du total crypto market cap. C'est en jaune qu'on a la total crypto market cap. Vous voyez là, non loin des 4 000 milliards de dollars. Et en blanc, ici, à gauche, vous avez la market cap de l'USDC. Eh bien, mon USDC, vous avez vu lorsque ça commençait à être repris, donc tout ça. Mais vous voyez qu'il y a une forte corrélation. Vous voyez, bien, moi, ça, c'est à l'échelle normale. Si on passe à l'échelle logarithmique, vous allez voir pas mal de mouvements. Donc, un peu plus loin, nous avons ça à l'échelle logarithmique. Voilà, ça, c'est à l'échelle logarithmique. On va revenir en arrière. On va revenir ici. Mais qu'est-ce que vous constatez? Qu'il y a une méga corrélation. Donc, vous avez vu, par exemple, ici, le Tether était monté très fort à partir de 2020. Vous voyez, la total crypto market cap a suivi un petit dip ici. Donc, ça, c'était le dip de février, mars, avril 2020, donc la pandémie. Et ici, le fameux Q4, vous voyez que ça, c'est 2017, la montée en puissance. Début 2018, la méga chute, le crypto winter, et la petite récupération en 2019, le dip en 2020 et ensuite méga récupération en 2020. Donc vous avez vu ici la montée en puissance de la total crypto market cap. Et qu'est-ce que vous voyez aussi? Montée en puissance et du Tether et de l'USDC. 2022, rappelez-vous Q4 2021, changement, boum. Méga demande de l'USDC, pardon, qui est en train de monter pas mal, mais lui aussi a chuté. Et ensuite la récupération. On voit qu'il y a une forte corrélation à ce niveau-là. Eh bien, on voit que la demande de Tether, elle est constante, et vous voyez que la total crypto market cap, elle suit. Donc, total crypto market cap, c'est en jaune. Donc, c'est très important. Donc, maintenant, si les stablecoins montent, on s'attend à ce que ce marché des stablecoins atteigne les 2 000 milliards de dollars. Bah, que pensez-vous qui va se passer au niveau des marchés des cryptos? Ça va monter. Et les cas d'utilité vont monter. Donc, les banques, tokenisation d'actifs du monde réel, BlackRock et tout le tralala. Donc, tout ça, ce sont des méga indicateurs. OK? Donc, troisième point, impact sur le trading spéculatif, le yield farming. Donc, le trading, les stablecoins sont l'épine dorsale du trading des dérivés. Très important. Vous voyez que CoinGlass, ce que nous suivons au quotidien, bah, c'est ça. Et que ce soit les options ou les futurs. Rappelez-vous, ici, c'est futurs en dehors du CME. Parce que CME, c'est basé sur le dollar. Mais c'est les autres. Binance, tout ça, c'est basé sur l'USDT et l'USDC. Donc, la légitimation de l'USDT et la consolidation de l'USDC vont augmenter la liquidité et la profondeur des marchés des futurs et d'options, réduisant les spreads et permettant des stratégies plus sophistiquées. Donc là, c'est la watchisation. Le yield farming, le secteur va se professionnaliser, les rendements dégénérés et non durables laisseront la place à des rendements basés sur une valeur économique réelle, frais de transaction, prêts, etc. Et les institutions entreront dans cet espace via des plateformes conformes. Donc là, oui, le Bundle, BlackRock et tout ça, augmentant la liquidité globale, donc le TV, donc Total Value Lock, donc la valeur totale verrouillée dans les différents protocoles DeFi, mais compressant probablement les rendements à terme. Okay. Vu qu'il y aura beaucoup d'émetteurs et donc les rendements seront compressés parce qu'il y aura beaucoup de compétiteurs. Donc là, maintenant, vous avez le même graphique, mais là, c'est à l'échelle logarithmique. Donc là, vous pouvez voir, vous voyez mieux les mouvements, surtout là où bien le Tether existe depuis belle lurette, et vous voyez clairement la corrélation qu'il y a entre le Tether et la total crypto market cap. Ouais, et donc, évidemment, dans les phases haussières comme dans les phases baissières. Donc, évidemment, le crypto market chute, le Tether se maintient constant. Pourquoi? Parce que c'est une stablecoin. Et lorsqu'il y a des dips, comme vous voyez ici, juillet 2018, c'est parce qu'on abandonne clairement l'écosystème crypto et on récupère le dollar. Là, c'était la première phase des ICO, la folie, tout ça, le crypto winter, ouais, qu'il y avait tout ça qui se passait. Ensuite, la méga récupération. Et vous voyez que là, il y a une constante, la demande de Tether. Bien, au niveau de conformité, tout ça. L'USDC, donc le dollar de circle, lui est monté violemment. Et maintenant, on voit que les deux vont pratiquement main dans la main. Maintenant, avec la clarté que nous avons, bah, on s'attend à ce que ça monte et la total crypto market cap aussi devrait suivre. Okay. Donc, point C, perspective, risque et conclusion stratégique. Donc, les perspectives. Institutionnalisation, comme Serge le dit, c'est watchisation. L'entrée des acteurs comme BlackRock avec le Bundle n'est que le début. D'autres grandes banques et institutions financières lanceront leurs propres stablecoins, utiliseront ceux existants. Donc maintenant, vous avez vu, JP Morgan et tous les autres, ils vont utiliser quoi des existants et aussi ils vont lancer leurs propres stablecoins. Amazon va le faire, PayPal le fait déjà et d'autres institutions vont le faire.
Donc là, où utiliseront ceux existants, principalement l'USDC, comme brique fondamentale pour leur service d'actifs numériques. Concurrence accrue, la clarté réglementaire va intensifier la concurrence, donc l'USDT et l'USDC devront faire face à de nouveaux entrants bien capitalisés, donc les banques, les géants de la tech et tout ça, donc Amazon, JP Morgan, Goldman Sachs. Et la bataille se jouera sur la confiance, la liquidité et l'intégration dans les écosystèmes DeFi et TradeFi. Et innovation continue, l'émergence de concepts comme le dollar synthétique, donc USDC, USDE, montre que l'innovation persiste. Attendez-vous à voir de nouveaux modèles de stablecoin adossés à d'autres actifs, etc. Tentez de trouver leur place. Okay, donc là, pourquoi pas adosser aux actifs tokenisés ou d'autres éléments comme ça. Et quels sont les risques? Risque d'exécution réglementaire, la mise en conformité de Tether sera un processus complexe et scruté, et tout échec ou retard pourrait créer de la volatilité. Risque macroéconomique, les politiques de taux d'intérêt de la Réserve fédérale influenceront directement l'attrait des rendements sur les stablecoins par rapport aux instruments financiers traditionnels. Donc, vous avez compris les concepts de carry. Donc, en gros, j'emprunte une monnaie qui a un faible taux d'intérêt et j'échange cette monnaie à faible taux d'intérêt contre une monnaie qui a un plus haut taux d'intérêt. Donc là, c'est un élément clé. Donc, c'est ça le carry. OK? Donc, c'est quelque chose de très important de comprendre cela. Le carry va faire sa transition dans le monde de ces fameux stablecoins. Vu que pour le moment, on a le dollar. Mais ensuite, il y aura d'autres stablecoins. Et ces stablecoins, l'attrait du dollar, c'est quoi? C'est le coût du dollar. Le coût du dollar, c'est les taux d'intérêt de la Fed. Et en plus des taux d'intérêt avec différentes maturités. 1 mois jusqu'à 30 ans. Et là, maintenant, ce sera exactement la même chose pour ces monnaies. Donc, les fluctuations des politiques monétaires, des politiques monétaires de ces banques centrales, ça va influencer tous ces éléments. Oui. Donc ça va être quelque chose de très important qu'il faudra surveiller. Donc, vous voyez que maintenant, le marché est devenu macro. Donc, vous avez vu maintenant, vous comprenez notre masterclass Global Macro Trading. Vous devez être initié à tous les arts. Quand je parle de tous les arts, c'est vous devez comprendre le forex, c'est quoi? Vous devez comprendre les ETF, c'est quoi? Les futurs, c'est quoi? Les options, c'est quoi? Les CFD, c'est quoi? Le marché des bons, comment ça fonctionne? Et tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce que maintenant, le crypto market n'est plus isolé. Oui, tous ces éléments, maintenant, c'est ça la worldisation. Ils vont apporter leur pratique. Et donc là, vous devez comprendre toutes ces classes d'actifs. Pourquoi? Parce que ça fluctue au quotidien. Sur ce que dit Trump, ça dépend de son humeur, ce que va faire Poutine, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe là-bas, le prix du cuivre, le prix du pétrole, tout ça, boum, ça va tout impacter. Ce que dit Madame Lagarde, ce que dit Jay Powell, ce que commandent d'autres qui veulent virer Jay Powell, d'autres qui sont pour Jay Powell, ce que dit le président et le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, celui du Japon, tout ça. Donc tout ça, ça a de l'importance. Les données macroéconomiques, donc les PMI de tous ces pays, le taux de chômage, tout ça, ça impacte le prix des actifs. Maintenant, voilà maintenant que ça arrive dans le monde des cryptos. Ouais, donc les cryptos, ça va pas être une balade de santé comme avant. Oui, tout le monde, c'est fini tout ça. Ça, ce sont que des slogans. Rappelez-vous, ce sont des slogans pour des clics et des vues. Et ça, c'est juste tout simplement pour attirer du dumb money. Et vous avez vu en gros comment ça se solde. Vous n'avez qu'à regarder les pourcentages de gains et de pertes sur toutes les plateformes. Vous voyez qu'ici, c'est pour ça qu'il y a cette image, que j'aime beaucoup cette image, où vous avez les opérateurs de Wall Street, donc là, ce sont des agents qui regardent le grand public qui, lui, célèbre un actif qui est en train de monter tout le monde, mais c'est pas la manière correcte de le faire. Vous voyez, c'est XRP, un jour c'est Solana, ouais, en plus c'est mal écrit, ça, c'est Solania, non, c'est Solana. Bon, voilà, soit. OK, voilà. Donc, ce sont des éléments qui sont super importants, ça. Okay. Donc voilà en gros ce que nous voyons. Donc là, les risques de contrepartie en DeFi, donc malgré les audits, les hacks et les défaillances des protocoles DeFi restent un risque non négligeable. Et vous voyez que même Microsoft est hacké, tout ça. Donc la clé c'est quoi? Ça va passer maintenant par des entités beaucoup plus robustes qui vont apporter toutes les assurances. Ok, donc là BlackRock et tout ça et tout ça. Et donc il y a beaucoup de petits projets qui vont disparaître et leurs jetons avec. Enfin, quand je dis leurs jetons avec, non, les jetons sont avec comme le jeton FTT, le jeton Terra est toujours là, mais il n'y aura plus d'engouement pour ces jetons. Il y a toujours quelqu'un qui traite ça, etc., mais ce sera plus comme avant. Ouais. Alors maintenant, nous terminons par un élément clé. Ça, c'est la corrélation entre la market cap de l'USDT, que vous voyez en vert, et la total crypto market cap. Bien, là, c'est pour l'historique. Vous voyez qu'on ne peut pas faire ça avec l'USDC, avec là l'historique. Donc là, depuis 2015, comme vous voyez ici, vous voyez la forte corrélation, donc c'est à l'échelle logarithmique. Et ici, j'ai juste pris un coefficient de corrélation, que vous voyez ici, donc ça veut dire coefficient de corrélation. Et c'est sur une période de 24 mois. Et vous voyez que c'est de 0,92. Donc là, c'est corrélé à 92%. OK? Et bien, avec les phases risk-on, risk-off qu'on a vécu en 2018, donc 2019-2020, il y a ensuite ici 2022-2023, donc le fameux crypto winter. Vous voyez que la total crypto market cap a chuté, mais les stablecoins se sont maintenus stables. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent en stablecoin, et là, on allait rechercher un rendement fixe. D'avoir un rendement spéculatif, oui, avec les bitcoins ou d'autres altcoins. Vous voyez que c'est très intéressant. Vous voyez que la corrélation est de pratiquement 100%, donc au-delà des 90%, c'est fort corrélé. Surtout dans des phases où il y a beaucoup d'engouement. Ouais, dans des phases où il y a une hausse du crypto market, il y a une méga demande de Tether afin d'être exposé au crypto market via les dérivés.
Ok, donc là, les swaps futurs et tous ces éléments-là, ou dans le DeFi ou je ne sais quoi. Donc c'est très, très, très intéressant de constater cela. Avec là, la corrélation est super haute et on s'attend à ce qu'elle reste comme ça. Et avec Trump, vous voyez que Trump, donc là, les 4 ans de Trump, donc jusqu'en 2028, on s'attend à ce que ça aille encore bien, bien plus haut avec tout ce qui est en train de passer. Mais n'oubliez pas, ça ne nous évite pas les phases risk-on, risk-off. Vous avez vu que maintenant, lorsqu'on pense global macro, on pense en pratique de Wall Street, il y a les phases risk-on, risk-off. Et risk-on, risk-off, c'est alimenter la volatilité. Maintenant, qu'est-ce qui alimente la volatilité? C'est stimuler la volatilité. Maintenant, qu'est-ce qui alimente les mouvements de la volatilité? Bah, c'est ça. Ce qu'on doit découvrir, ce qu'on surveille au quotidien. Oui. Parce que tout Wall Street opère en consensus. Ils sont soit tous risk-on, soit tous risk-off. Okay. Et bien là, vous voyez, c'est ce que nous suivons dans les market wrap cap. Donc en conclusion, le passage des lois Genius et Clarity Act marque le début de la phase 2.0 pour les stablecoins, l'ère de la maturité réglementaire et de l'intégration institutionnelle, donc la Wall Streetisation. Les 12 à 24 prochains mois seront définis par un afflux de capitaux sans précédent vers le marché crypto, avec les stablecoins conformes comme principal véhicule d'entrée. La stratégie gagnante consistera à embrasser cette nouvelle conformité tout en exploitant de manière calculée les poches d'innovation et de rendement supérieur qui caractérisent encore cet écosystème dynamique. La surveillance de la dynamique USDT-USDC et de l'adoption institutionnelle sera la clé pour naviguer avec succès dans cette nouvelle ère. Et bon, je suis tout à fait d'accord avec cela, bien bon, c'est moi qui fais le rapport. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à commenter pour les stablecoins. Avec là, il faut bien faire ce genre de rapport, hein, post des gros jalons comme la signature du projet, enfin de la loi du Genius Act et du Clarity Act, voir comment ça impacte l'écosystème et spécifiquement les stablecoins qui sont un indicateur clé pour nous. Maintenant, on va voir comment ce marché va évoluer. Bien, on est bullish, on est super, super haussier. Donc, haussier de cette manière-là, mais vous voyez que pas comme des cons, pas comme des idiots, pas comme des pies. Okay. Donc là, vous voyez que beaucoup, beaucoup de réserves. Vous voyez quoi qu'il se passe, que ça monte ou que ça baisse, vous voyez qu'on est sans émotion. Donc là, ils sont en mode agent, donc agent Smith dans Matrix. C'est ça. C'est un opérateur qui n'a pas d'émotion. Vu que les particuliers sont toujours là en train de dire ouais, les marchés sont en train de monter, tout le monde, et lorsque les marchés chutent, bah, clairement, il n'y a plus personne. Là, c'est contrôler ses émotions et ne pas opérer comme ça. Lorsqu'on est content, c'est comme si votre équipe favorite venait de marquer un but ou remporter la Coupe du Monde. Ok, c'est bien, c'est pas mal d'émotions, mais dans les marchés financiers, il faut contrôler ses émotions. Donc, vous avez vu la différence entre les deux mondes. Ça, c'est le monde de Wall Street que vous voyez ici, et ça, bien, c'est le monde des particuliers, les meme coins et d'autres éléments comme ça. Ok. Donc voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci à vous tous. Focus, bon visionnage, excellent après-midi. On se retrouvera ce soir pour la Market Wrap and Recap. On va commenter les données économiques, la session de trading, décision de taux d'intérêt de la BCE, commentaire de Madame Lagarde, et bien ce que ça donne ou ce que ça va donner pour le FOMC la semaine prochaine. Et quoi d'autre? Bien, on verra ce qui se passe avec les earnings. Et bien, on va suivre les marchés comme d'habitude. Et demain, vendredi 25, DAB, on fait quoi demain? Qu'est-ce que j'avais dit qu'on allait faire demain déjà? Ouais, demain, on va faire quelques cryptos. Je ne sais plus c'est quoi qu'on avait programmé, mais on va faire quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, ah oui, tokenisation des actifs du monde réel. Donc voilà, en gros, ce qu'on va faire, il y a pas mal d'éléments à ce sujet. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Focus, bon visionnage, et à ce soir tout le monde. Ciao!